Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben, salut à tous. On se retrouve pour un nouveau numéro des couloirs du catch. Aujourd'hui, c'est une émission, ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Salut Messaya déjà, comment tu vas? Ça va très bien toi Thomas. Je suis super content de te retrouver. Je disais, c'est une émission, ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé parce qu'on est que tous les deux. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas avec tourné tous les deux. Lunatic, avec ton coloc, avec Netty, ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés que tous les deux, donc ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Émission un peu plus chill aujourd'hui parce que on vous prépare un nouveau concept, donc on a décidé de, comme on a fait 3h45 sur Jericho, on s'est dit on va vous faire un petit truc un peu plus chill pour ce lundi avant de repartir pour une grosse émission la semaine prochaine qui sera je pense un catcheur, peut-être Sheamus ou Ouais, on verra bien. On verra bien, on décidera entre nous tranquillement. Voilà. Donc déjà les amis, merci pour les retours sur Chris Jericho, ça fait très plaisir. Moi je m'excuse quand même un petit peu pour la qualité sonore, notamment entre toi et Netty. J'ai mis le micro un petit peu trop loin. On débute, c'est le nouveau matos, donc on va voir comment ça va c'est donner. les nouveaux micros, on savait pas comment se rapprocher, quoi. Voilà, on va voir pour cette émission comment ça va se passer, juste toi et moi, et je pense que la qualité sonore, sera bien meilleure. Oui. Du coup, n'hésitez pas, le commentaire, le j'aime, le Netty pouce. Et puis, est-ce que tu as encore quelque chose à annoncer, Messaya? N'oubliez pas de mettre les notifications pour voir toutes les nouvelles vidéos de la chaîne. Voilà, parce qu'il y a pas mal de projets en cours et ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne et que la communauté grandit tout doucement. J'ai envie aussi de dire à la communauté silencieuse, n'hésitez pas à mettre juste un petit commentaire pour dire coucou pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Oui. Et puis je pense que... Et pour à part des émissions de lundi, je continuerai à faire des streaming gaming de temps en temps. Pas de date précise. Et juste, je voulais mettre une précision par rapport à ça, parce que c'était notre priorité de faire des jeux de catch et de faire un peu du reste. Finalement, le reste plaît beaucoup. Je discute beaucoup avec les gens de la communauté. J'en ai ras-le-bol que quand tu fasses des jeux de catch, qu'on se prenne des disclaimers par YouTube parce que il y a des droits d'auteur. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est un gros souci. Durant le dernier live, on a eu un avertissement. Donc du coup, je vais essayer de faire un setup pour essayer de pas mettre les musiques. Sauf que le problème, c'est que quand on fait une carrière, quand c'est les petites cinématiques, il y a des musiques, genre de Raw, des trucs comme ça. Pourquoi tu chantes pas? Je chanterai pas. Mais peut-être essayer de couper le son à ce moment-là ou mettre un petit son d'ambiance et que laisser que la musique du jeu durant les matchs. Je vais essayer de faire un setup comme ça, mais du coup, le prochain live, je vous le dis, ce sera pas sur Here Comes the Pain, quoi. Alors d'ailleurs, moi, je vais te laisser terminer ton live sur les Pokémon version feuille, c'est ça, vers feuille. Et j'ai trouvé le jeu Pokémon le plus dur du monde. C'est Run and Gun. Exactement, je voudrais bien que tu le fasses. Mais t'es malade ou quoi? Ah si, c'est rigolo. Justement, où est l'intérêt? Non mais là, Run and Gun, j'en suis pas capable, mec. Tu sais qu'il faut avoir je regarde beaucoup de youtubeurs qui en font, il faut avoir un tableau Excel à côté pour jouer. Écoute, moi je suis chaud patate et les gens ils ont envie de te voir galérer, de t'arracher les cheveux. Ah mais j'ai d'autres trucs durs, mais peut-être pas, là c'est le cap au-dessus, mec. J'ai d'autres versions. Pas mal. J'ai d'autres versions très difficiles ou d'autres concepts très difficiles avant celui-là. Hein. Celui-là, je m'y attaquerai pas du jour au lendemain, je te le dis. Hein. Ok. Voilà, mais c'est dommage, moi. Run and Gun, faut peut-être pas déconner. Dites-nous si vous voulez qu'il le fasse et qu'il s'arrache les cheveux en direct. Si vous voulez un vrai dur, un poil avant, il y a Emerald Kaizo aussi. Hein. Ouais. Emerald Kaizo, c'est déjà bien vénère. Je crois qu'il est tiré. Je crois que Run and Gun, c'est pas une de celui-là. Le mec, il a augmenté la difficulté d'un Kaizo. Kaizo, c'est ça, non? Ça a l'air intéressant quand même. Hein. Moi, j'essaie des trucs qui me plaisent bien. Après, je peux lancer le concept là. On n'y a pas discuté avant, mais sur des jeux de plateforme à l'ancienne, genre Mario, il y a les Kaizo Mario et toutes ces conneries. Ouais, si vous voulez me voir mourir en boucle, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo aussi. Hein. Ça peut être rigolo aussi. Donc vraiment, voilà, comme on dit dans le gaming, de toute façon, c'est un petit bonbon en plus que tu fais pour occuper la chaîne aussi quand toi t'as la possibilité, puis pour permettre de continuer à ce qu'il y ait toujours un petit peu de vie sur la chaîne. Bien sûr, le nouveau concept qu'on va lancer, pour l'instant, on va pas encore trop le teaser. On en parlera vraiment. Quand on aura enregistré le pilote et les retours qu'on aura entre nous avant vraiment de lancer l'idée. Mais vraiment, ça va toujours continuer. C'est toujours un petit truc en plus qui est très sympa et ça fait plaisir de pouvoir continuer à donner du contenu à la chaîne, même quand on n'a pas les podcasts. Voilà. C'est ça. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on commence. Lancer, ouais, parce que l'intro est comaque. L'intro est comaque. J'espère qu'il y a une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Donc pour la première question, j'ai plus envie de poser enfin l'hommage. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur Ajus et Chéro et leur importance auprès des fans de catch français et de leur rapport aussi au catch en général. Oui. Alors là, c'est un sacré truc. Hein. Parce que je pensais commencer par eux parce que c'est la première, c'est le premier point. Déjà le truc que je peux déjà dire, c'est merci déjà à ces deux hommes parce que j'ai commencé le catch avec eux. Je fais partie de la génération. Je pense qu'on a
quasiment. Une grosse partie. Bon, il y en a des plus anciens que nous qui ont connu les autres commentateurs et tout ça. Mais moi, je suis vraiment arrivé au tout début sur RTL9, Puissance Catch, où il y avait encore la WCW. Et je crois avoir vu la première émission où il n'y avait pas encore Ajus, où ça a été une catastrophe. Et qu'en fait, ils ont essayé de rechercher quelqu'un. Donc moi, je connais toute leur historique, j'ai même acheté leur bouquin, je te l'avais montré. Ah, on l'avait montré, ouais. Voilà. Et les mecs c'est probablement le meilleur duo français ever, déjà. Francophone ou français? Francophone, j'ai envie de Même dire. francophone? Ouais, même Tu les mets francophone. au-dessus des... Pour moi, je les mets au-dessus de Brassard et Rougeau, je les mets Ok. au-dessus de Blondin et Le Tourneur. Je trouve que eux, ils ont créé ce style-là. Je sais que, par exemple, Norbert Feuillant avec Alain Mistrangelo se sont beaucoup inspirés d'eux. Il les remercie tout le temps pour s'occuper d'AEW. Parce qu'en fait, c'est la chaîne plus ou moins qui a demandé, c'est eux qui ont lancé le concept où les commentateurs font partie du spectacle. Et en fait, ce sont des personnages. Et du coup, ça donne beaucoup d'ambiance parce que beaucoup de gens qui ne sont pas hyper fans de catch, par exemple comme moi, à regarder comme un ouf et tout ça, et ben en fait, les deux mecs qui retiennent avant tout toutes les stars, c'est Ajus et Chéreau. En fait, ils font partie du spectacle. Le fait qu'ils se mettent des tacles, qu'il y a le commentateur heel, le commentateur face, Ça, c'est bien. c'est vraiment bien. Que les mecs jouent sur leurs personnages, qu'ils ont des gimmicks récurrentes, à tel point que c'est devenu des mèmes dans la communauté, par-dessus la troisième corde, tout ça. Simplement deux, il suffit Simplement de voir... deux. Il suffit de voir, justement, comme tu t'allais dire, dans les pay-per-view, ils Ah sont oui, en oui, live. c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je pense, tu vois, tu les mettais au-dessus des commentateurs québécois. Bon, après, moi, j'ai moins connu. Mais même en termes de l'apport qu'ils ont eu pour le monde du catch en France, et presque, entre guillemets, un rapport mondial. Parce que quand tu fais venir la WWE en France, tu diffuses le pay-per-view dans le monde. Oui. Il faut bien se comprendre que sans Philippe Ajus et Christophe Chéreau, pas de Backlash France. T'as mélangé les deux J'ai noms. mélangé les deux. Voilà, c'est Philippe Chéreau, Christophe Ajus. Non, mais tu sais, moi, les prénoms, Ouais. mais pas de Backlash France. Ouais. Pas de pay-per-view en France. Même avant. Même avant. Les gros house shows quand ils venaient à Non, mais Bercy, des c'est trucs comme pour ça. même te faire la conclusion, c'est tout ce qu'ils ont apporté. Et à tel point, moi j'ai envie d'aller plus loin que ça, c'est, à part les commentateurs hispaniques qui ont toujours été en ringside, c'est les deux commentateurs internationaux, les premiers qui ont été en ringside. C'est eux qu'on a appelés, ils ont fait des WrestleMania, ils ont fait des Royal Rumble, ils ont tout fait. On les a invités justement et on les voulait en ringside parce que l'apport qu'ils ont donné au catch en France a fait que les États-Unis et la WWE avaient les yeux dessus. Oui, et il y a même, et voilà, tu m'as coupé dans mon élan, j'allais dire un truc. Même aujourd'hui, je pense que si Netflix avait les shows avec un VPN, tu pouvais voir les shows en direct sur Netflix avant que ça arrive vraiment en France. Et déjà commenté en français. Ils étaient déjà commentés en français, c'est qu'ils comptaient quand même sur ces fans français qui étaient déjà. Mais le meilleur exemple, c'est que Christophe Ajus, il est sous contrat WWE depuis longtemps. Ouais, lui, il est vraiment. Lui, il est contrat WWE, il l'a dit. Il y a Nadir Mohamedi, lui, parce qu'il faisait beaucoup de passerelles entre le Québec, le Canada et la France, donc, et qu'il était intervieweur, donc lui, il l'a embauché pour faire commentateur. On sait pourquoi Philippe n'a pas pu avoir le contrat, parce que lui, il est relié au groupe Media One, qu'il est ultra important dans la société Media One parce qu'il s'occupe de la NASCAR, il est producteur de plein d'émissions, donc lui il avait un contrat en béton armé en fait. Donc du coup il ne pouvait pas casser son contrat pour aller vers la WWE. C'est pour ça qu'en fait que le duo se sépare en fait par rapport à ça. Et tellement il leur apporte de l'audience en France sur AB1 que ce qui remplace le catch, c'est une émission avec eux deux. C'est une émission avec eux deux, ouais. Eux deux où ils retracent des grands moments de catch en fait. Mais tu crois pas qu'un jour ou l'autre quand même? Non, je pense pas, parce que juste, Chéreau, déjà il commence à se faire âgé, il veut aussi s'occuper de sa famille, et il a eu pas mal de soucis, il l'a dit, et en fait, lui, il a trop de taf à côté, et en fait, il a aucune raison de casser son contrat en or pour aller devenir simple commentateur, entre guillemets, pour la WWE, tu vois. Alors que juste, lui, il faisait des piges, en fait. Il était embauché par AB1, mais pas par le groupe AB, Media One, pas comme Philippe Chéreau. C'était plus lui, il était payé en fait pour la prestation. En fait. Oui, il était intermittent. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et maintenant, il a un vrai contrat avec la WWE. C'est ça, depuis pas mal de temps déjà. C'est cool, non mais c'est cool, c'est bien. C'est incroyable. Lui, il a vécu son rêve. Hein. Je rappelle qu'il arrive à 19 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il n'avait pas encore mué les premières émissions. Tout gamin, les premières émissions, il n'avait pas mué. Justement, il voulait pas le garder. C'est Philippe Chéreau qui lui a laissé sa chance et qui a convaincu les gens de la chaîne de le garder parce qu'il a dit il connaît tout. Nous, on connaît rien. Le mec, il vient à 19 ans, il connaît tout. Il dit la voix, ça va s'évoluer, il va muer au bout d'un moment. Il va apprendre. Et il va apprendre.
Et le truc, c'est que, je leur donne l'anecdote, je parle pour eux, mais l'anecdote de Chéreau qui a fait qu'il a voulu garder juste à ses côtés dès le début, c'est qu'en fait, ils ont enregistré 30 minutes, sans aucune pause, sans aucun problème. Tout s'est fait naturellement. Parce qu'en même temps, Christophe Ajus, c'est un énorme fan de catch fini. Il commentait déjà chez lui. Il avait une newsletter dans les débuts d'Internet, le Minitel. Il avait une newsletter sur le catch. Et il faisait partie des groupes des mecs qui s'échangeaient les DVD et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà un background alors qu'il était très jeune. Donc c'est vraiment... Et Philippe Chéreau, c'est un homme de télé, un homme de radio, un homme de télé. C'est quelqu'un qui a une carrière exceptionnelle. Donc en fait, le mix des deux, entre l'expérience télévisuelle et à côté le vrai connaisseur de catch, ça a donné un mix-up parfait en fait. Et c'est ce que j'ai toujours dit, hein. Deux connaisseurs ensemble, c'est pas intéressant, hein. Il faut toujours qu'il y ait une part avec un mec un peu plus général, ouais, et vraiment un mec pointu. C'est ça. C'est ça pour moi un duo de commentateurs. Et pour ça que leur commentateur marchait, parce que Ajus c'était surtout que c'était lui qui reprenait le personnage de Hill, ultra connaisseur de catch et tout ça, et à côté c'est Philippe Chéreau, il va naturellement se tourner vers les faces, et du coup il donnait beaucoup plus de cœur et d'émotion au show. Moi, ils m'ont marqué. Il y a des moments, des matchs que je ne peux pas regarder si c'est pas eux qui commentent. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Et moi, j'ai toujours le souvenir d'Ajus qui insulte Batista de gros gland. Et ça m'a toujours fait rigoler. Ouais. T'es nul, t'es zéro, t'es un gland. Ouais, non, mais voilà, leur manière où ils débordaient, et comme j'ai dit, ils faisaient des audiences de fou quand c'est à l'époque dorée que justement les gens plus jeunes que nous ont Catch Attack, la génération LT1. Eux, ils se disaient qu'ils n'avaient pas les retours, alors qu'en fait, ça cartonnait comme jamais, en fait. Et le jour où ils ont compris qu'en fait, ça cartonnait et qu'en fait, leur émission, elle était en prime time et c'est ce qui faisait le plus d'audience à la chaîne, c'est là où ils se sont rendus compte que ils étaient très, très, très importants. Et dans le monde du commentary, de manière générale en France, 25 ans de carrière. Ouais, c'est énorme. C'est un truc de fou. C'est énorme. Après, la chose qu'on a eu aussi, c'est que comme il était tout jeune à Juste, il a vraiment fait toute sa carrière là-dedans. Ouais, je pense que lui, il est encore parti pour 20 ans. Il restera à la WWE. Et voilà, je pense, ouais. Eh ben, écoute, c'était très agréable. Je pense qu'on peut conclure en leur disant merci, les gars. Vraiment merci. Et qu'on espère encore, on sait jamais, un jour ou l'autre. J'y crois pas, mais on sait jamais. Ouais. Tout est possible. Le dollar, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, je te propose qu'on reparte sur une question, entre guillemets. Alors, attendez, je note le timecode, hein. Je suis désolé, les amis, si ça fait un petit blanc dans l'émission. Je note le timecode. Alors, question 2. Moi, j'ai envie que tu me fasses un tout petit point, léger, sur Randy Orton. Est-ce que tu penses que la WWE lui fait encore confiance? Physiquement, je parle. Quand tu le vois, là, aujourd'hui, faire un retour pour mettre des RKO à The Miz. Est-ce que finalement, le mec, c'est une légende du catch? On est d'accord, on en a déjà parlé d'ailleurs à notre émission qui est disponible. Mais le fait qu'aujourd'hui, son corps soit aussi fragile, est-ce que la WWE a encore envie de capitaliser dessus? Non, pour moi, ils vont capitaliser dessus comme une légende et comme un part-timer, où il va venir mettre pour faire des pops. On est dans l'ère, je m'en racane toujours, dans l'ère de la social media l'era. Randy Orton, il va faire du clic. Il va faire des moments, justement, comme il va mettre un RKO, en fait, c'est des micros, des petites vidéos qui vont tourner partout, qui vont être virales. Et en fait, c'est sa place maintenant. Mais parce que tous les gens, on est d'accord, tous les gens, les TikTokers qui ont plus d'abonnés que nous, je donnerai pas de nom, ou même les YouTubers ou les trucs, quand ils se voient, super, c'est le retour de Randy Orton. Non, en fait, le retour de Randy Orton, comme vous avez connu Randy Orton, n'existera plus. Oui. Il va venir, il va mettre des RKO. Il va peut-être une fois avoir un match de championnat. Il aura un match pour le championnat, il aura un truc de temps en temps, il aura des matchs, mais vraiment, ce sera juste ce qui est là, c'est la pop. Oui, c'est la pop, parce qu'il aura plus de run suivi, parce que oui, il a le dos pété, et qu'en plus, il commence à se faire rager. Et en fait, ils ont plus envie de capitaliser sur lui, sur du storyline à long terme. Déjà, est-ce que WWE fait du storyline à long terme? Je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours suivi. Hein. Voilà, c'est suivi. Il y a de la continuité dans le booking, en général. Oui, c'est merdique, quoi. Ça continue. Et du coup, oui, Randy Orton, maintenant, c'est ça, c'était comme Edge à la fin de son run, où c'était devenu un mème. C'est le retour de Edge, c'est le retour de Edge. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça, j'ai l'impression d'avoir la même chose. Le retour d'Orton presque tous les 15 jours. Et puis en plus, là, quand tu lui vois faire des RKO à The Miz, tu dis, d'un mec qui est déjà plus du tout relevant et qu'on s'en bat le nœud, en général. The Miz, c'est comme le mec qui s'est pris un coup de sapin de Noël, entre guillemets, par R-Truth déguisé en sapin, quoi. Ouais, voilà. Déguisé en lapin. Ouais. Bon, voilà, tu vois, il en est. Il va faire des apparitions en mid-card, dans low-card, je pense qu'il continuera beaucoup de servir sur quand ils vont faire venir des stars pour mettre un RKO une star ou un truc comme ça. Oui, puis après, ça empêche pas qu'à un moment ou à un autre, il a un petit match pour un titre. Oui, voilà. La dernière fois, je sais qu'il avait un peu tensé Cody Rhodes parce qu'il voulait son titre. T'es pas à l'abri qu'en pay-per-view, un jour, il a un match. Oui, voilà, c'est ça. Là, je pense que là, ça fait 2 années de suite où il participe au King of the Ring, donc du coup, je pense que ce sera annuel où il sera dedans, parce qu'il est important dedans. Et puis c'est tout, quoi. Mais il aura plus rien c'est plus un acteur majeur.
C'est Ça- presque dommage de se dire que que sa dernière grosse rivalité avec la blessure de Kevin Owens, bah en fait, on n'a pas eu la fin. On n'a pas eu la fin, ouais. Bon, Et on va dire, pour moi, la dernière fois où il était vraiment relevant pour moi, bah, c'était RK Bro, quoi. ouais, ça fait déjà quelques Là, années c'est déjà maintenant. quelques années, ouais. Avec l'autre tête de guiche. Ouais, on a le droit, hein. On a le droit. On a le droit, merci. Alors, on continue. On continue. On Ouais. continue. Excusez-moi, je renote le timecode. Bon, c'était une question un peu plus tranquille, mais en même temps, il n'y avait pas des heures à parler de Randy Orton sur ce point-là. Oui, Parce qu'il faut bien que... on avance. Est-ce que nous, les fans de catch, on vit pas un peu trop dans le passé quand même? Ah si, mais c'est le but. C'est comme beaucoup, on va dire, on n'est pas les seuls, hein, j'ai envie de dire, c'est dans le monde du divertissement de manière générale. Là, j'essaie de te tenser un peu, là. La nostalgie. La nostalgie fait tout, en fait. C'est dans beaucoup de choses. Donc, quand quelque chose te touche niveau émotion, que ce soit les films, les jeux vidéo, tout ce que tu veux, le sport peut-être un peu moins, je pense, mais le catch, ça reste quand même... Ça dépend, parce que pour avoir vu certaines vidéos, on parle aujourd'hui de certains joueurs de football des années 2000, des années 90, comme des joueurs qui étaient bien supérieurs à ce qu'ils étaient réellement. Ok, Donc, oui. la nostalgie, elle existe toujours. Parce que c'est là où tu vis tes premières émotions. Oui, et du coup, tu fais entre guillemets, du révisionnisme, tu t'imagines toujours que c'est plus beau avant. Tu sais, c'est les phrases de vieux cons, c'était mieux avant. Mais moi, je fais partie de ça. Je suis quelqu'un de très nostalgique, j'ai pas peur de le dire. Je sais que je suis deux, trois personnes sur YouTube qui sont très critiques et justement qui ne sont pas du tout nostalgiques, et du coup, c'est des points de vue très intéressants à écouter, parce qu'en fait, les mecs n'ont pas l'affect du passé. Mais moi, sur les œuvres de divertissement, sur les jeux vidéo, sur les films, moi, je suis un gros boomer, quoi. Je suis un vieil aigri, et je préférais largement ce qu'il y avait avant. Mais, par contre, j'essaie toujours de me remettre en question, et de quand même accepter et de me rendre compte qu'il y a des trucs qui sont bien meilleurs maintenant. Moi, je pense que, en fait, et c'est pour ça que la WWE, elle a changé un petit peu d'air, et que tu parles beaucoup de la social media era, et qu'elle essaye un petit peu de faire partir tous ces anciens Fans de catch comme fans nous, de catch comme nous, c'est parce qu'en fait, il faut se dire que là, ça y est. Pendant des années, quand on était dans les années entre 2000 2010, voire même jusqu'à 2015, peut-être même, on attendait toujours un retour. Il y avait toujours un mec, en dehors de la fédération, qu'on se dit, ouais, vivement qu'il revienne. Alors, CM Punk, Ouais. Goldberg, tous ces mecs de la WCW, par exemple, Ouais. certains mecs de la ECW, on se disait, ouais, c'est possible qu'ils arrivent un jour. Sting, voilà. Aujourd'hui, ça y est. Toutes ces anciennes grosses légendes de la WWE, WCW, ECW des années 90, toutes, ça y est, c'est fini. Oui. Ils sont soit trop âgés, pardon, Soit blessés, soit canés. soit décédés malheureusement, Ouais. soit comme The Rock partir vers autre chose. Donc finalement, ça y est. Pour les gens de notre génération, à nous, tous ces souvenirs en se disant putain, vivement qu'un jour, celui-là il revienne, mais je parle même de catcheurs de la WWE. Oui, bien sûr. Tu vois, tu pouvais te dire ouais, lui il va revenir, lui machin. Voilà, maintenant ça y est. Tous nos souvenirs, ils ont terminé. Et ben, je vais rebondir dessus. Le truc, c'est, on va pouvoir partir sur un autre point. Mais si t'es tu veux. d'accord quand même avec Je moi suis sur ça, totalement ouais. d'accord avec toi, mais du coup, il y a un point de problème qui fait que c'est pour ça qu'on continuera d'être nostalgique et qu'on va continuer de se plaindre et qu'on veut des trucs à l'ancienne, parce que si on parle que de WWE, ils ont raté quelque chose. Ils ont raté la construction des nouvelles stars. Mais bah, En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y en a certaines, ils ont réussi plus ou moins tout seuls, ou par miracle, où ça a mis énormément de temps, sauf qu'en fait, ces mecs-là, ils partent de plus en plus tôt aussi. Le meilleur exemple, c'est Roman Reigns. mais Roman Reigns, laisse-moi finir. Ouais, vas-y. Roman Reigns, c'est considéré comme la plus grande star de WWE actuelle. Il a mis beaucoup de temps à réussir à devenir la plus grande star. Sauf que ça fait pas longtemps qu'il est la grande star et en fait il est déjà plus là. Bah, moi, j'ai même envie de te dire, pour compléter ce que tu dis et que je suis complètement et 100% d'accord avec toi, je suis en train de chercher la question si je l'avais mise ou pas. C'est qu'aussi aujourd'hui, la plus grande star, c'est la WWE. Bien sûr, mais ça je l'avais déjà dit. C'est ce que tu as déjà dit. À l'époque, Hogan, c'était au-dessus de la WWE. Steve Austin au-dessus. Steve Austin, c'était au-dessus. The Rock, c'était au-dessus. Ouais. Cena, on arrive déjà On était à la limite. à la on était limite au-dessus, ouais. où il était au-dessus par moment. Mais comme il n'y avait pas de concurrence, on allait voir que WWE. Aujourd'hui, Roman Reigns, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a jamais été au-dessus du produit. Non, maintenant en fait c'est ça le truc. Sauf que c'est pour ça que beaucoup de gens se désintéressent du produit actuel. Donc même si c'est plus facile de regarder depuis Netflix et tout ça, et ben en fait il y a beaucoup de gens, surtout les vieux fans comme nous, en fait il y a rien qui nous intéresse parce qu'ils n'ont pas réussi à capter l'attention sur des futures stars.
Et moi, je fais pas Ils font mieux au Japon. ce qu'ils font beaucoup mieux au Japon, même s'ils mettent du temps, même si machin, parce que normalement le catch est un produit de temps, sauf que la WWE ne fonctionne plus dans le temps, il fonctionne dans l'instant. Mais quand t'as 12 heures de programme à faire par semaine, ou 15 heures de Ils peuvent prendre leur temps techniquement. Oui, mais tu es obligé d'avoir du contenu. Le fait que au Japon, t'es pas des weekly, est-ce que c'est pas mieux justement pour construire? Ah bien sûr. Je Tu suis vois, d'accord, ouais. t'es moins dans Oui, mais justement, le fait qu'ils ont beaucoup de programmes, techniquement, tu pourrais construire des vrais storylines et de faire grimper tes personnages en prenant bien leur temps. Sauf que maintenant, ils nous ont éduqués, on va dire, et surtout les jeunes fans de catch, ils ont été éduqués par la WWE que tout soit rapide et dans Oui, c'est l'instant. vrai. Donc du coup, en fait, dès que ça va pas rapide et que c'est censé prendre un peu de temps, ben ça foire. Donc du coup, c'est un peu ambivalent. Donc du coup, les nouveaux fans, pour eux, c'est bien parce qu'ils ont tout de suite. Mais pour les fans comme nous, qui ont pris leur temps, on a pris notre temps, on a pu digérer, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de vrai passage de flambeau. En fait, par rapport aux stars, on demande pas, justement, moi je comprends que la WWE, je l'avais justement dit, que Vince McMahon, il voulait plus que des catcheurs soient au-dessus de la promotion. Oui. Niveau commercial et niveau tout ce que tu veux, c'est normal en vrai. Oui. C'est normal. Sauf que il a jamais mis de manière à ce que il y a des passages de flambeau réguliers. Donc du coup, en fait, tous les anciens catcheurs qui viennent tous juste de partir, ils ont mis over personne. Mais Et même Roman Reigns, qui est là sur le départ, ne met over personne. Roman Reigns, normalement, techniquement, il aurait même déjà dû ne plus être là. Bah oui, Lui, c'est ce qu'il voulait ouais, à la mais fin. comme ils ont pas de star et que des fois ils arrivent pas à remplir, et surtout que maintenant tout coûte la peau du cul si tu veux aller voir WWE, et ben ils sont obligés de faire popper ces mecs-là pour pouvoir ramener des gens. Mais je pense que Roman Reigns aussi, il s'est pris l'effondrement du cinéma en pleine tronche. Hein. Aussi, oui. Je pense que lui, alors oui, il va y avoir le film Street Fighter qui va sortir. Maintenant, Street Fighter, même s'il marche bien, faut bien comprendre qu'il va pas péter les records d'office. C'est pas un Avenger ou c'est pas un truc comme ça. Et encore, même aujourd'hui, les Avengers, c'est très compliqué. Bah, on verra cette année avec le dernier qui sort. Mais en parlant, par exemple, pour avoir parlé un petit peu de cinéma avec un des membres du Discord qui est Fargo, je lui fais un petit coucou. On parle jamais de lui, mais un petit coucou à Fargo. C'est que même des gros films, par exemple, comme Superman, qui est sorti cette année, il faut bien comprendre qu'en termes de revenus, c'est un bide. Oui, mais. C'est normal, c'est un bide, c'est oui, nul. mais c'est, donc tous ces en termes de revenus, tous ces films-là de quasiment 2020, tous les gros films qu'on attendait, ils ramènent pas autant de pognon qu'ils sont censés ramener. Faut bien comprendre que Disney, ils se sont quand même pris 4 ou 5 bides en pleine gueule, et que même pour une grosse multinationale comme Disney, c'est monstrueux le pognon qui a été perdu avec certains films. Je ne donnerai pas le nom des films parce que j'ai pas les compétences. Et on va pas parler de ce qui fait aussi pourquoi ça bide, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Ça, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça, mais c'est un tout. Et du coup, oui, Roman Reigns qui se pense est une méga star justement dans le mainstream, mec, tu n'as pas fait le passage. Ouais. Et tu arrives peut-être au pire moment dans le cinéma pour devenir une star aussi. Bah, c'est cool, c'est ce que je te dis. Voilà, c'est exactement ça. On est d'accord. C'est totalement ça. Et mais quand tu te dis quand même, et c'est le dernier point que je ferai sur le cinéma, quand tu dis que Disney, c'est Marvel qu'ils ont. Oui, bien sûr. Marvel et Star Wars, ils ont réussi à te rendre froid. Les deux des plus grosses franchises de l'histoire du cinéma. Bah, Star Wars, ils l'ont détruit pour moi. Ils ont quand même réussi à te foutre ça, mais aujourd'hui, c'est froid, c'est dans les chiottes. Ça, pour ça, Disney, respect, quoi. Parce que réussir à plomber ça, alors que normalement, ça s'écrit tout seul. Bah, je vais te faire un énorme parallèle qui va te faire rigoler, mais Vince McMahon disait que la WWE, c'était le Disney du catch. Ah oui, bah, tu t'aspires bien de Disney. Ah oui, totalement. Totalement. C'est pour moi. C'est pour ça que là, on parle de WWE par rapport à ça. Allez voir les alternatives qui arrivent à construire quelque chose de beaucoup plus dans la durée, moins dans l'instant, mais ça fait évidemment moins de chiffres et moins de pognon, mais par contre ça touche beaucoup plus des fans de notre génération à nous. AEW, toi tu n'as pas le temps de t'y intéresser, on aimerait tous pouvoir s'y mettre plus de temps dedans, mais vraiment, j'ai pas l'impression d'être pris pour un con. Je suis d'accord, mais aussi le fait que je sois nostalgique et que j'aime bien ce qui se passait avant, et ben en fait ils arrivent à toucher cette corde sensible là aussi. Voilà. C'est ça. Donc du coup j'ai mis la question 6 en même temps, j'avais posé la question numéro 6 que j'avais sur mon truc, et j'ai mis la 16 où je t'ai posé, est-ce que le fait de ne plus pouvoir créer des superstars plus grandes que la fédération n'est pas... Ah oui, on a rassemblé les deux questions. Okay. On a, c'est pour ça que j'ai cherché dans mes notes, on a collé les deux questions. C'est très intéressant quand même, hein. Moi j'aime beaucoup, c'est quand tu pars un peu justement, qu'on s'éloigne du monde du catch pour faire des parallèles avec le réel, j'aime beaucoup. Pas de souci. Et ça me fait plaisir. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point? Après, là, ça va être encore une question un petit peu court, hein. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur tous ces catcheurs européens qui sont en train d'être cités par la WWE parce qu'ils arrivent sur Netflix?
Il y a Elio le Fleur. Elio avec Le le Fleur, blanc. oui, français. Et j'ai aussi, il y a catcheur italien. Oui, et il y a le catcheur belge, c'est Marc Exactement. je crois, ou je sais plus. Et du coup, la WWE, on est d'accord, c'est vraiment pour ça, pour le public, avec NXT, pour le public européen, les faire intéresser, peut-être à NXT. Bah oui, parce que j'ai l'impression qu'ils ont aussi abandonné leur projet d'NXT Europe. Et en fait, ils ont été récupérer les gens qui pensaient pour NXT Europe. Et finalement, ce projet-là, bah, je pense qu'ils ont abandonné l'idée. Et en fait, tout ce sera NXT classique. Ouais. Et par contre, ça, je trouve, c'est une super bonne idée. Tant mieux pour les catcheurs parce que ça leur donne. Et ça leur fait un super coup marketing aussi. Ça leur fait un coup marketing. Et pour les catcheurs en eux-mêmes, d'aller bosser pour la WWE, quoi qu'on en pense, c'est un peu le Graal pour les catcheurs. Ah, bien sûr. Donc du coup, on peut pas tant mieux pour eux et on espère qu'ils seront pas foirés, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Mais oui, ça met un coup de pub pour l'international. Justement, plus tu mets des catcheurs qui viennent un peu de partout et que tu les mets en avant, ça va donner envie. Comme maintenant que c'est beaucoup plus facile, encore plus facile de regarder le produit, pratiquement tout le monde a un compte Netflix. T'allumes ton produit, oh putain, il y a un catcheur français, vas-y, go, je vais regarder le produit. C'est pour ça qu'ils sont en train de vendre. Et c'est pour ça que là, je sais pas comment ça s'est passé, au moment où on tourne, on n'a pas vu encore le match ou machin. C'est la semaine prochaine, je voilà, ils le mettent direct dans un match de championnat, directement à la télé et tout. C'est la classe. Mais justement, ça attire les yeux des Français, des francophones qui vont aller voir ce truc. Puis lui, je pense qu'il a quand même de quoi plaire au public américain quand même, avec le blanc. Ah bah oui, normal, avec son catch champagne flamboyant. Voilà, le masque... Non, ça peut être cool. Ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool, surtout que je trouve que au-delà du nom, que je peux comprendre, parce que... Ouais, mais ça avait fait polémique dès le début, sauf qu'après, on l'a vu dire en interview que le nom venait de lui. Oui, et puis de toute donc, façon... on va s'y habituer. Et puis pour que Après, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est toujours des polémiques un peu pour... Excusez-moi pour le terme, mais c'est de la branlette intellectuelle. Ouais, moi, je considère ça. Le nom, tant que le mec, il le dénature pas, c'est sa musique, c'est son catch. Lâche-toi, fais-toi plaisir. C'est bon, le nom en soi. C'est peut-être plus facile pour les Américains de dire Elio Le Fleur que Aigle Blanc, ouais. Et tu te retrouves comme Jean-Claude Duss dans les Bronzés 3. DC Dude, Jean-Claude Duss, et puis à la fin, voilà. Donc ça, bon, je pense qu'il faut peut-être aussi se détendre. Tu penses quand même que, parce que pareil, je t'avais mis un petit point Aigle Blanc. J'avais demandé, tu penses quand même qu'ils vont pas le foirer? Lui, ce serait dommage quand même. Encore une fois, on peut pas anticiper. Il y a tellement de gens qu'on a dit qu'il fallait pas foirer et qui vont réussir à foirer ou qui ont déjà foiré. Tu vois, par exemple, dans les grosses stars, là, qu'ils ont fait en passage de main roster, par exemple, au Bafemi, j'ai très peur. Alors qu'en fait, sur papier, c'est inratable. Ah oui, c'est inratable. C'est inratable. Et surtout qu'ils l'ont créé de A à Z. Parce que je rappelle que le mec ne vient pas du monde du catch de base. Donc, du coup, en fait, le mec, il est tout malléable, il a tout été fait pour fonctionner. Donc, encore une fois, attendez, prenez votre temps. Pour moi, j'espère qu'il va fonctionner, mais je suis pas Madame Irma, donc du coup, je ne sais pas on sait pas ce qui va arriver. Le seul truc que à mon échelle et du random d'internet que je suis, laissez-le au maximum de temps à NXT. Laissez-le vraiment prendre ses marques. Elio, tu parles là. Elio, oui, laissez-le le prendre un maximum ses marques, d'être dans un public plus restreint avec d'autres jeunes catcheurs qui ont les dents à rayer le parquet, des jeunes catcheurs qui se montent tous progressivement vers le haut, parce que la WWE actuelle, avec leur star actuelle, c'est bouché. Oui, des jeunes catcheurs qui débutent comme un Joe Hendry. Tu vois, ça m'a complètement cassé le personnage. J'étais dans le train. Et le fait le mec... j'ai toujours respecté, du coup on va casser l'insider. Moi, Joe Hendry, ça fait très longtemps que je suis pas dedans. Non mais... Et que ça me saoulait. Toi, t'étais dedans, t'étais hypé, et en fait, le mec, dans sa communication, il t'a dégoûté, c'est ça? Il a exactement fait, allez l'écouter les amis, l'émission sur NXT Black and Gold qu'on a dit. Sur des mecs qui sont établis quand même dans le catch américain, d'accord ou pas d'accord. Le mec a eu un WrestleMania moment, même si tu n'aimes pas ce terme, avec Randy Orton. Et il faut voir la pop. Et le mec, c'était l'un des visages de la TNA. Et il était ultra connu en circuit indépendant. C'est pas un random qui sort de nulle part. Et le mec te dit, je préfère être à NXT. Mec, toi, tu dois rayer le parquet. Tu dois être à Raw. Tu dois être à SmackDown. C'est ça, tu dois gratter. Tu dois monter. Mec, putain, t'es pas un gamin qui débute. Non, mais c'est surtout que il y a beaucoup. Et ça m'a sorti. Ethan Page, c'est un peu le même délire, mais même si je comprends, il y a beaucoup de mecs comme ça qui viennent d'autres fédérations, ils viennent à NXT, ils s'établissent à NXT, t'as l'impression qu'ils veulent rester à NXT. Ouais, mais les gars, en fait, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'oublient et WWE a pas fait pour. Et on va dire la communication, on va dire sur Internet n'a pas fait pour non plus, de faire croire que NXT est une troisième brand. Non, n'oubliez pas que c'est une branche de développement et que WWE, dans leur fin intérieur, ils pensent ça. Oui, bien sûr. Donc du coup, quoi qu'il arrive, les mecs comme Suri disait, j'allais le reparaphrasé en disant c'est la Ligue 2.
c'est effectivement la Ligue 2. Oui, c'est la Ligue. Tu vois, même si ça nous fait mal, je vais prendre l'exemple de la UW parce que ça fait mal au cœur de fans indie depuis des années. Ring of Honor actuellement, ce n'est plus la Ring of Honor des années 2000. C'est l'équivalent des NXT, c'est un territoire de développement. Oui, faut pas l'oublier. Bien sûr, bien sûr, bien En sûr. fait, c'est là pour pouvoir former les mecs, les faire établir, même s'il y a des stars dedans, parce qu'il y a des stars qui sont un peu vieillissantes. On sait qu'au main roster, en fait, ils feront pas plus. On peut les laisser là pour aider les jeunes. Donc, il faut quand même des stars dans NXT pour aider ça. Mais le but, c'est que les mecs, surtout quand ils se font signer d'autres fédérations, le but, c'est de monter, quoi. Ouais, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. À un moment, merde, t'es établi, vas-y, essaye, quoi. Alors, mais ça y est, on a eu la pause un peu plus tôt que prévu. Je voulais qu'on termine cette première fournée de questions avec notre petit point sur Roussev et Malakai Black. On le fait à chaque 17 questions, on fait un petit point sur ces deux catcheurs. Ah, mais là, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, là? Ben rien, parce qu'il y a rien à dire. Il y a vraiment rien à dire, hein. Il y a... Le Malakai, t'avais totalement raison, il est là pour à Leicester, notre ami Tommy End, il était là pour rejoindre sa femme. Oui. Donc là, par contre, t'avais vraiment raison pour le Ah coup. ben je l'ai 100%. senti tellement venir. À 100%, et il est englobé avec un autre gars oublié, le pauvre. Ah ouais, Damien Priest. Damien Priest, j'aurais mal au cul quand même. Après, Damien Priest... Tous les jours, il doit prier un retour de Bad Bunny pour qu'on le Ouais, mais moi, j'ai toujours trouvé un peu, je sais pas, surcoté. Pas surcoté. On va dire... Qu'on l'a mis trop par rapport à ce qu'il est vraiment. Voilà, je le vois plus comme ça. Ouais, je le vois plus comme ça. Plus overachiever, en fait. C'est un mec que j'aurais jamais cru qu'il allait être champion mondial, quoi. Ouais, je suis d'accord. En plus, ouais, moi, j'ai toujours eu du mal. Mais au moins, il était à l'écran et tout ça. Et en fait, lui, d'avoir tourné fait, c'est quitter le Judgment Day. C'est comme si... Des fois, je me demande s'il est encore dans la fédération, pour te dire, tu vois. Et quand je regarde vite fait les résultats, là, ils sont dans un programme interminable, quoi. Avec les deux, Zelina Vega. Avec Zelina Vega, Michael Black et Damien Priest, les pauvres, quoi. Alors qu'en fait, le gros point, et les gens regardent cette rivalité, c'est triste à dire, mais pour Zelina. Oui, bah oui. Parce qu'elle est magnifique. Voilà. Et les gens, ouais, beaucoup, c'est Zelina qui... Et bon, on va repartir sur Roussev. J'ai l'impression qu'il a le même parcours que quand il a été à la EW, en fait. Mais lui, on est sur le syndrome, moi, lui, je l'ai déjà dit, on est sur le syndrome, je me considère comme beaucoup plus grand que ce que je suis. Pour Damien Priest, c'est les gens qui le considéraient. Pour Roussev, c'est lui. Et du coup, j'ai l'impression que ça fort parce que est-ce qu'il était dans les derniers Raw? Il me semble pas. Je peux même pas te dire. Il me semble pas. Je suis tellement pas trop les derniers Raw, mais... Moi non plus, mais j'ai l'impression qu'on le voit même pas à la télé, quoi. Et quand il était à l'EW, il l'avait introduit, on l'avait vu. D'un coup, on le voyait plus. Il est revenu avec une autre gimmick qui était géniale ici. On l'a vu quelque temps. Il repart. On le voit pas pendant 6 mois. Il revient, il fait 2 matchs, il repart. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, on n'a pas de programme, quoi. Ouais, mais parce que... Moi, j'ai l'impression que c'est... Moi, j'allais dire... Je l'aime bien, hein, de base, hein. Mais le problème, je pense que à la WWE, ils l'ont réintégré en tant que Roussev, sans évolution de personnage, sans rien. Et en fait, il est perdu dans la masse avec un personnage daté. Et des gros baraqués comme ça, quand dans ton roster, t'as Braun Breaker, ou il y en a, pas d'autres exemples, mais je sais qu'il y a d'autres mecs musclés, Fatos, un peu un peu heavyweight, et ben qui sont beaucoup plus divertissants que lui. En fait, lui, il a rien là. Non. Il a 0 profondeur, il a rien du tout. On l'a fait revenir en mid-card, attaquer des gens low-card. Sheamus, notamment. Voilà, avec Sheamus, ça aurait pu donner un truc, parce qu'ils se connaissent, ils sont vraiment potes et tout, et en fait, même les officiels, ils se sont dit non, on va pas poursuivre de programme, quoi. Moi, je sais pas, lui, c'est... Il aurait pu s'intégrer avec Cena, il était dans le tournoi, mais il a même pas eu d'interaction avec lui. Lui, je sais pas, moi, lui, il fait partie un peu de ces mecs... Qui se voyaient certainement trop beaux quand ils sont partis la première fois de la WWE en se disant à la WWE je vais y aller, je vais être une star. La WWE elle a dit kékette. Mais à juste titre en fait. Encore une fois, le mec là, en fait, il a été utilisé comme on aurait dû utiliser Karrion Kross. C'est-à-dire que Karrion Kross, le gros point de Karrion Kross, c'était Scarlett. Ouais. Lui, Roussev, on a beaucoup utilisé Lana, à juste titre. Au début, oui. À juste titre. Et en fait, dès qu'il a plus eu Lana, c'est et là dès où ça que, a coulé, ouais. voilà, après, il y a eu l'histoire avec Bobby Chou pour paraphraser Sturi. Putain, merde, quoi. Et à la EW, vraiment, il avait un personnage vraiment cool, et en plus, comme il avait un bon gros physique, sauf que, de ce que j'ai lu, il y a eu pas mal de problèmes de négociation de contrat, des problèmes d'ego de sa part, et qui a fait que Tony Khan, il a dit oh. Donc, du coup, comme tu dis, là, pour le coup, les deux, bah, pour moi, t'avais raison.
Bah, merci. Voilà. Comme quoi, les gars, ça m'arrive d'avoir raison. Ce que je te propose, c'est qu'on, parce que bon, il y a plus 36 000 à faire, mais par contre, on fera un point Malakai et Rousseff au prochain 17 questions, hein. Parce qu'il faut se dire qu'on en a parlé sur toutes les émissions, on a toujours... Il y a toujours eu un point sur les deux, ouais. Ça fait un petit mot sur eux. Alors, ce que je te propose, c'est je vais te poser la question troll, parce qu'après, je vais te poser une question qui va te faire un peu plus... ouais, et puis qui va être un peu plus dans l'émotion pour toi. Ok. T'es prêt pour la question troll? Ça vaudra jamais la question sur Stone Cold, parce que je ferai jamais mieux que l'émission sur Stone Cold. On se fout rire. Que l'émission où pourquoi tout combien de grammes avait Stone Cold à WrestleMania. C'est là... Quand même, j'ai fait beau. Attends, je note juste ma question. Le mec, il est venu sur le ring, il avait plus de grammes qu'une distillerie. C'est ça. Ah. Est-ce que les difficultés de Goldberg dans le ring tout au long de sa carrière, elles proviennent de sa blessure au pied quand Bret Hart lui met un coup de tête? Non, pour le coup, non. Et on va faire de l'insider, justement, pour rebondir un peu sérieux sur ta question troll. Depuis qu'il y a la chaîne WCW sur YouTube, D'ailleurs, est-ce que je peux dire mon anecdote? Oui. Vous imaginez, je te l'ai dit hier, quand on fait un watch along au milieu de la nuit, la WWE est en train de se rembourser l'achat de la WCW 25 ans plus tard, juste grâce aux vues sur YouTube. Ah oui, c'est ouf. C'est quand même un truc de fou. La base de fans. Ouais. Oui, parce qu'elle marche très bien, la chaîne. Et du coup, bah, ils postent des matchs. Bon, ils postent des pay-per-view et tout ça, mais de temps en temps, ils postent des matchs. Et je tombe sur des matchs que j'ai pas vus. Ils postent tous les shows, non? Ouais, ils sont en train de tout poster. Hein. Ouais. Du coup, là, il y a 2 jours, je pense qu'ils l'ont posté. Là, je suis tombé dessus l'après-midi en attendant que Thomas arrive pour tourner. Et je suis tombé sur Scott Hall contre Goldberg à Solid Out 1999. Et je me suis rendu compte d'un truc. Donc, du coup, on va repartir sur un truc sérieux, tu vois. Où la haine des gens pour Goldberg, à dire qu'il a jamais su catcher, qu'il était trop green et tout ça. Il y a des défauts, il a toujours été plus ou moins green et tout ça, parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'entraînait peut-être pas assez. Mais là, on est dans la fin de la WCW, on est déjà dans la période où ça commence à couler, on est post-Finger Poke of Doom et toutes ces conneries là. Et ben je le regarde en train de catcher contre Scott Hall, et qu'est-ce que je vois bizarrement? Goldberg il fait du selling et il vend les gars. Donc du coup, encore une fois, je pense que ce que les gens y mettent en avant, il doit y en avoir beaucoup qui n'ont pas regardé tout. Et du coup, en fait, ils vont s'arrêter sur certains points, dont le coup de pied sur Bret Hart. Ils vont s'arrêter sur 2-3 matchs bien pour Havas ou dans les récents quand il est revenu. Mais je me rends compte de plus en plus quand je tombe sur des matchs de Goldberg de WCW, même avant 2003, parce qu'en 2003, on fait partie de ceux qui défendent ce run. Ou justement, ce fameux match face à Chris Jericho, où en fait le mec vend le bras tout le long. Et ben là, il est face à Scott Hall, un mec qui est un gros feignant et qui avait déjà tous ses démons à ce moment-là. Et de toute façon, ça se voit quand tu regardes Scott Hall marcher. Voilà. Tu vois qu'il est... Et en fait, dans ce match-là, là, que je parle, Goldberg est blessé au genou. Il est une attelle, il est blessé au genou. Et ben putain, tout le long du match, il vend, les gars. Donc du coup, je pense qu'on fait des pataquès sur beaucoup de catcheurs. Oui, parce que là, on parle de Goldberg, parce que moi, je suis un gros marque, et si j'ai pas eu 17 questions, il n'y a pas Goldberg dedans. Ouais. Je me sens pas bien. Non, mais moi qui n'ai pas spécialement un gros marque de lui, même si c'est quelqu'un Mais il y en a beaucoup des mecs comme ça qu'on a beaucoup vilipendé pour leur capacité in-ring, alors qu'en fait, ils étaient bien meilleurs que et ben, je pense, je crois que je l'avais déjà dit dans sa vidéo à lui, je vais le redire maintenant, je pense que vraiment, à l'époque, Goldberg, il était sous-estimé dans le ring. Ouais. Et que, en fait, c'était l'un des main eventers et upper mid-card de la WCW qui donnait des matchs, mine de rien. Quand on sortait des squash, et ben, en fait, allez voir les matchs un peu plus longs, et en fait, je pense que beaucoup seraient surpris. Et on essaiera de refaire des points là-dessus sur d'autres catcheurs qui ont été vilipendés comme lui, à des périodes où en fait les gens ont le prisme des youtubeurs, des influenceurs, des dev metzers, des machins comme ça, où ils se disent ce mec là c'est une merde et en fait ils ont jamais regardé un match. Mais ça marche dans l'autre sens, hein. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Où on te dit que ce mec là c'est le meilleur du monde, alors que pour beaucoup, on a jamais regardé ses matchs. Voilà. Moi je t'ai donné un exemple, c'était on était en off. Où je t'ai dit il y a un moment on disait qu'Okada était le meilleur catcheur du monde. Bon, c'est vrai. C'était vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui le disaient quand tu parlais avec des fans de catch qui voulaient se faire un peu les connaisseurs. Ils disaient c'était Okada le champion, le meilleur. Alors qu'ils n'ont jamais regardé. Alors qu'ils n'ont jamais regardé un pay-per-view de la New Japan à l'époque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc je me dis. Juste parce que au prisme des influenceurs et tout ça. Et donc du coup, les gars, moi je vous conseille si vous avez le temps. Moi j'ai pas forcément le temps. Là c'est grâce à YouTube. Je suis en train de jouer, je tombe dessus, je clique. Et en fait, des fois je me fais surprendre parce que ce match-là je l'ai pas vu. Là je l'ai regardé en entier. Où il doit me rester 2-3 minutes à regarder.
Et en fait, le match est pas mal. Ça y est, là, on a encore perdu plein d'abonnés parce que les gens disent qu'il nous fait chier avec son Goldberg. Mais c'est le but, les gars. Ouais, mais là, pour une fois, là, c'est moi qui a poussé un peu plus loin. Je suis content. Là, on va arriver à une question, forcément, qui va plus te parler à toi. Donc, je note le timecode, hein, tu me permets. Parce que tu sais que je vais essayer de mettre un timecode aux gens, histoire que ce soit plus sympa. On peut quand même faire un petit mot sur la retraite de ton catcheur préféré. Alors tu vois, je peux comprendre que tu sois triste parce qu'il a pris sa retraite. Mais alors, vas-y, fais le contexte et puis on dira après. Tanahashi, c'est pour faire un parallèle pour ceux qui connaissent que les États-Unis et que le WWE, c'était le John Cena du jeu. C'était la plus grande star et le John Cena sans controverse. Ça veut dire que vraiment tout le monde était derrière. C'est l'un des babyface c'est un des plus grands babyface de tous les temps. Excuse-moi, je te coupe, mais quand les gens disent par exemple que John Cena ne savait pas catcher, on est vraiment dans ce que tu disais tout à l'heure à propos de Goldberg. Ah oui, exactement. Par exemple, John Cena sait catcher. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Et du coup, ouais, Tanahashi, c'est l'un des plus grands babyface de tous les temps. Ça a été le passage post-Inoki. Ça a été le mec sur qui on a mis la ceinture pour devenir la plus grande star de la fédération quand Inoki s'est retiré. Et il y avait Nakamura qui avait un peu plus de personnalité, où lui, il avait moins besoin du titre. Nakamura. Okay. Ouais. C'est les deux, on montait ensemble. Hein. Je rappelle que c'était les trois mousquetaires. C'était Hiroshi Tanahashi, à qui on a mis le titre, parce que c'était le mec qui avait le plus gros physique et le plus flamboyant. Il avait son grand rival Nakamura, que lui, il avait beaucoup plus de personnalité. Il est fascinant, Nakamura. Il avait moins besoin du titre mondial, et donc du coup, lui, il pouvait marcher sans. Et le troisième, c'est Katsuyori Shibata, qui catch actuellement à la WWE, où lui, c'était le mouton noir, le rebelle. Et qu'en fait, lui, il a jamais été une star à la New Japan, parce qu'en fait, ça a été un dissident. Il est parti, revenu. Et en fait, lui, la New Japan lui a jamais fait confiance parce que il était pas là, pas présent, en fait. Mais, du coup, en fait, Nakamura est de la même génération que. Ah oui, c'est les trois. C'est pour ça que je dis, en fait, il est peut-être un poil plus jeune, Nakamura, quand même, quelques années. Non, il est un peu plus, je crois peut-être même il est un peu plus vieux de Tanahashi d'un ou 2 ans, peut-être. Ah ouais, Nakamura, tu crois qu'il est plus vieux que Tanahashi? Je sais plus. Je sais plus, mais c'est la même classe. C'est les trois étaient Young Lion ensemble, et c'est la deuxième génération de mousquetaires. J'avais déjà dit les trois mousquetaires. C'est arrivé plusieurs fois à la New Japan. La première génération, c'était Keiji Muto, Shinya Hashimoto et Masahiro Shono. Il a 45 ans, Shinsuke. Oui, donc Tanahashi un peu plus vieux. Ouais, il y a 3-4 ans d'écart. Même moins. 2 ans. Il a pas 49? Ouais, 49, si, t'as raison. Et du coup, en fait, c'était les renouveaux des mousquetaires, comme j'avais dit. Et Tanahashi, c'est celui sur qui on a tout mis pour qu'il devienne la star. Donc c'est lui qui a lancé pour que le renouveau de la New Japan, donc ça a mis beaucoup de temps. Quoi, début 2000? Un peu avant 2010, ouais. Ah, 2010. C'est c'est fin des 2000 à partir de 2006-2007. Ouais, d'accord. Et en fait là où il est devenu vraiment le main eventer et la star de la compagnie, c'est 2009-2010. Et il est resté jusqu'à sa retraite. Hein. Il s'était un peu retiré avant, mais c'est pour te dire qu'il a pris aussi une grosse part de travail backstage en devenant président de la New Japan. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le mec a tellement été gros, et tellement c'était la plus grande star de la New Japan. C'est lui qui a fait le passage de flambeau à Kazuchika Okada, on en a parlé tout à l'heure, qui est devenu le ace de la compagnie après Tanahashi. C'est Tanahashi qui lui a passé le flambeau. Il était toujours là, mais c'était Okada la plus grande star. Et Tanahashi juste en dessous, parce que c'était lui le vétéran et tout ça. Mais il est resté là jusqu'au bout, et oui, il a tellement été gros et tellement une star au Japon, qu'en fait, on lui a proposé le poste de président des New Japan. Donc c'est ce qu'il est actuellement. Et il a annoncé sa fin de retraite, comme il est président... Sa fin de carrière, il a pu se boucler lui-même, pour le coup, et ça a donné l'un des meilleurs adieux de l'histoire du catch pour moi. Ah oui. Alors, n'étant pas un grand connaisseur de catch japonais, mais pour l'avoir regardé avec toi, tu me l'as fait découvrir. Alors déjà, on a eu un match avant que je vous conseille absolument de voir par n'importe quel moyen. Oui, allez voir le premier event, allez voir Yota Tsuji contre Konosuke Takeshita dans le premier event de Wrestle Kingdom 20. C'est exceptionnel. C'est déjà le match de l'année alors qu'on était que le 4 jours. C'est exceptionnel. Sauf c'est dommage qu'il y ait un aftermatch qui casse un petit peu le truc. Moi, oui, mais j'aime bien à New Japan de faire ça. Mais par contre, les adieux de Tanahashi, et là on va pouvoir faire un parallèle avec les adieux de John Cena. C'est un monde. C'est même plus un monde, c'est une galaxie. Voilà, parce que beaucoup de gens ils disent ouais mais comme il est président c'est plus facile. Je pense que même s'il n'était pas président, il aurait eu les mêmes. Parce que Tanahashi, il met en avant les gens. C'est lui qui a fait, quand je dis le renouveau de la New Japan, c'est aussi lui qui a fait que les backstage soient moins nocifs, moins pourris, moins durs. Ils ont eu pas mal de. Il y a beaucoup de trucs noirs, on en parlera si un jour on arrive à refaire des émissions au Japon. Mais on va dire les dojos, comment ça se passait au Japon à l'époque, c'est quelque chose de très dur et assez malsain et tout ça. Et Tanahashi, c'est lui qui a dénoncé ça, qui a fait des bouquins à l'époque et qui a vraiment fait un renouveau
pour qu'on ait le catch moderne en fait. Au Le Japon. catch moderne japonais. Japonais. Alors, juste, je vais le faire moi, parce que sinon, ça va, si tu le fais toi, ça va durer. En fait, Tanahashi, quand il a fini son match, il a eu plein de catcheurs qui sont venus dans le ring. Tous lui ses serrer la anciens main, rivaux. lui faire un câlin, Ouais. qui sont venus avec aussi un truc par rapport à lui. Je crois il y avait un mec sur sa tenue, il y avait son nom, Oui, il y avait bien le sûr. nom de Tanahashi. Il y a plein de catcheurs qui sont venus lui rendre un hommage. Bah, Et en fait, si excuse-moi, je mets le contexte, c'est tous ces grands adversaires du prime de la New Japan. Ouais, voilà. Donc en fait, de 2018 à 2022, ou vraiment de 2017 même à 2022, où vraiment c'est tous ces gros adversaires, et la plupart étaient même plus sous contrat. Ils sont même plus sous contrat des Sauf un qui n'a pas eu le droit de venir. Oui, et on l'a appris backstage, Nakamura, Là, la WWE a empêché Nakamura de faire. Voilà. Alors qu'il avait très envie d'y aller, il avait mis un poste. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, pour vous donner une idée, c'est ça qui est important parce que peut-être vous l'avez pas vu. C'est surtout qu'en fait, ces adieux, l'angle de ces adieux ont duré plus long presque que son match. Oui, C'est-à-dire que le match a été 25 minutes peut-être. 30. Ouais, 30 minutes. Les adieux ont duré aussi longtemps. Ouais, 35 minutes pratiquement. Voilà. Donc, où c'est vraiment, même si tu n'es pas fan du catcheur, c'est quand même assez émouvant. Tous ceux qui viennent le voir, lui qui en pleure, c'est Oui. cool. Et quand tu fais le parallèle, parce que c'est à ça que je veux en venir aussi un petit peu, avec John Cena qui a eu une vidéo montrée par Triple H sur un écran qui fait la taille de ton iPhone, Ouais. en haut de la truc. De lui faire un câlin en étant mort de rire, en n'ayant même pas un peu d'émotion, il souriait Triple H quand il a fait un câlin. Merde, Triple H, quoi. En plus, aujourd'hui, et c'est ce que je reproche, je repars pas vers la WWE, hein, c'est juste que ce que je reproche, c'est que putain les mecs, vous êtes pas à la télé. Ah si, c'était à Saturday Night Main Event. C'était à la télé. Ah merde. Parce que j'allais dire... Non, ça te donne mes événements, c'est gratuit sur YouTube, c'est même Alors, pas diffusé à la télé. genre, tu pouvais pas. Tu pouvais pas faire un pay-per-view. Tu pouvais pas faire une émission. Tu t'en battais les couilles que ça durait une demi-heure ou 3/4 d'heure à la fin. Ouais. C'est toi qui diffuses. Après, tu coupes. Et même, je ne comprends pas que votre plus grande star de toutes les, parce que c'est la plus grande star post-Austin, c'est la plus grande star des années PG, des années la génération NT1, de l'ère moderne. John Cena, c'était la plus grande star. Putain de merde, le gars, vous le laissez même pas aller au moins WrestleMania quoi déjà. C'est ça Mais que je ne je comprends pense pas. que WrestleMania, c'est lui. Mais c'était lui. Oui, mais C'est alors, pourquoi il n'y a pas eu un vrai pay-per-view Je quoi. sais que alors ça c'est une aberration. Je sais que j'ai entendu dire que John Cena voulait être là pour plus de 200 dates. C'est la WWE qui a dit non, 50, Oui. 36 dates. Ouais, c'est suffira. Ça c'est si c'est Ça, vrai, ça c'est une aberration. c'est une insulte Ouais. aux fans et à John Cena. Parce que John Cena voulait donner plus. Voilà. Maintenant, je me dis qu'aussi, John Cena, pour être là, il a mis sa parenthèse, sa carrière de comédien, avec des guillemets comédien, on va pas exagérer, hein. C'est pas Georges Clooney, le mec. Il a mis sa carrière pendant 1 an. Et je pense que c'était plus facile de mettre sa carrière entre parenthèses 2005 que à cheval sur 2025, 2 tu veux années. dire. Ouais, 2025 que à cheval sur 2 années. Au moins, tu sais qu'en 2025, toute l'année, c'est le catch. Et après, en 2026, tu repars. Alors que s'il aurait fait WrestleMania à WrestleMania, tu sais, Peut-être dans les contrats c'était compliqué, on sait pas. voilà. Je vois ce que Ça, tu veux dire. c'est contractuellement parlant, on peut pas savoir. Mais merde, quoi. c'est honteux quoi. Et vraiment c'est les deux. En plus les deux on peut vraiment faire le parallèle. Du coup on va faire un big up parce que je pense que ça lui fait mal quand il va entendre ça à notre ami lunatique où il a regardé Wrestle Kingdom avec nous, a regardé justement le main event et la célébration. Il était au bout de sa vie. Parce qu'en fait il a dit c'est génial, mais par contre comme il pense à son catcheur préféré et la plus grande star WWE comment ça a été traité, il pétait les plombs. Et il y a sa phrase qui m'a assassiné au moment de la fin du show. Moi j'avais un blanc parce que je pleurais et il a dit le catch est mort. Le catch est fini. Quand on voit la retraite de Tanahashi, alors si c'est comme moi mon catcheur préféré de tous les temps, c'est le seul vrai catcheur face à quel point j'étais tout le temps derrière, peu importe le heel en face. Parce que je vous l'avais déjà dit, je suis un gros fan des antagonistes et des heels, moi de base. Je suis pas quelqu'un de très face. Tanahashi c'était le seul face où je marquais tout le temps. Je n'ai jamais il me faisait tomber en enfance ce mec-là. Vraiment c'était mon héros. Et du coup d'entendre Lunatic dire le catch est fini, le catch est mort, bah il y a une part de moi qui est mort, ouais. Ouais. Dans le monde du catch, il y a une part de moi qui est vraiment partie. Mais la WWE, de toute façon, aujourd'hui, comme ils sont toujours dans l'ère de l'actualité, de l'instant, tout ce qui compte, c'est l'instant. Les adieux des anciens, je pense que de plus en plus, ils s'en foutent. Là, c'est là qu'on ait déjà eu Gunther et AJ Styles à Berlin, parce que AJ Styles est pas content que Gunther batte Cena. Tout ça, qu'en fait, toute l'année, on va avoir un storytelling pour que le dernier match de AJ Styles, qui va certainement, à un moment ou à un autre, battre Gunther dans l'année, AJ Styles. Oui. Mais pour que son dernier match, Ça contre lui, ce ouais. soit face à Gunther, à un moment, c'est bon, quoi. Ouais. À un moment, stop.
la WWE. D'ailleurs, même, tu vois, je vais même rebondir sur une des autres questions que j'ai pris. C'est que c'est bizarre que finalement, tous les fans comme toi, moi et tout ça, eh ben, on se tourne pas vers un autre produit, en fait. Parce qu'on sait qu'on nous veut plus. Bah, si, moi, je suis déjà vers un autre produit. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, si tu veux. On va dire plus comme toi, qui ont été plus gros fans de catch depuis des années, mais qui ont suivi que WWE. Mais parce qu'en fait, non, ne vont pas vers les autres alternatives. En fait, ils se détachent complètement. Tu sais qui on est du produit du catch. Les fans comme moi, bah en fait, on est les fans du moment où Steve Austin a serré la main de Vince McMahon. C'est exactement on est les fans qui en fait, on va éteindre notre télé. Tape là, c'est on va exactement éteindre notre télé, on va dire OK, ouais, il y a d'autres alternatives, la WWE, c'est super. Même si j'ai un tout petit point noir sur la WWE quand même qui m'a un peu choqué, je te le dirai après si tu je vais l'oublier. J'étais en train de chercher un jeu vidéo, tu vois, la dernière fois, je cherche un jeu vidéo. Et je tombe sur le jeu AEW Fight Forever. Qui est pas terrible, en fait. Et le truc qui m'a un peu saoulé, c'est de me dire que sur la jaquette de AEW Fight Forever, il y a 3 ou 4 catcheurs, c'est des anciens WWE. Ah bah oui. Je sais que t'es obligé, mais que tu es... Après, je vais les défendre un petit peu. Oui. Parce que c'est vraiment les visages et qu'en fait, c'est pas les mêmes persos. Non, tu vois, genre Chris Jericho, John Moxley, c'est les visages de l'AEW, en fait. Ok. Mais après, il y avait Samoa Joe, il y avait Edge, il y avait Sting. Oui. Ok, je comprends. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est que malgré tout, eh ben, je sais pas si tu peux comprendre mon ressenti. Je sais pas s'il est clair. En fait, t'as pas envie d'y aller parce que tu dis c'est la poubelle de WWE. En fait, j'ai vu la TNA quand ils faisaient signer tous les catcheurs. Ouais. À tort. Je sais que j'ai tort. C'est à tort parce que justement, c'est là, ça nous permet de le dire. Je comprends totalement ton impression parce que justement, si tu vois les images et que ça te montre que ça, bah, tu te dis, bah, je vais pas suivre les mecs qui sont plus là. Voilà. Et en fait, j'ai pas envie de les revoir faire autre chose ailleurs. Voilà. Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà suivi leur carrière tout le tour. Mais par contre, quand tu suis le produit AEW, de temps en temps, il y a ces anciens mecs-là qui seront en main event, qui prennent des places, ou qui sont champions de transition, des trucs comme ça. Mais par contre, il y a une vraie génération pure AEW, qui sont les mecs les plus importants du roster, mine de rien. Et c'est très bien utilisé. Le seul qui est ancien WWE, mais pour moi, c'est plus du tout le même catcheur, c'est John Moxley. John Moxley, mais John Moxley, c'est parce que c'est la star, c'est la méga star, voilà. Ouais, mais ça, je peux comprendre. Voilà. En soi, je peux le comprendre. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'à un moment, tu mettes beaucoup de ta communication sur des anciens WWE. C'est ce qu'a fait la TNA, notamment. Ouais. Où à un moment, la TNA, c'était vraiment la poubelle, pour le coup. Je parle dans les années 2000. Oui, parce que même dans le booking, c'était la poubelle. Oui, parce que du coup, en fait, ça coulait tous les autres gars qu'il fallait mettre en avant. Exactement. La EW, c'est pas le cas, heureusement. Non, mais voilà. Après, je reconnais tout à fait que la EW est un super produit pour avoir regardé un petit peu. Mais c'est vrai que moi, je suis plus le fan de catch qui va me dire, ouais, bah, je suis déçu tu vois, en ce moment, je suis énormément déçu par le football. J'en ai déjà parlé. Ouais. Bah, en fait, j'ai pas envie d'aller regarder un autre sport. Ouais. Je coupe. Excusez-moi, je fais tomber mon stylo. Je coupe. Et je vais regarder un film. Je remplace pas un sport par un autre sport. Et ben, le catch, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans qui sont comme moi, des fans lambda, ils vont pas remplacer du catch par du catch. En fait, ils vont pas remplacer WWE par l'alternative. Voilà, on va voir Vince McMahon serrer la main de Steve Austin. On va se dire, putain merde, j'en ai marre qu'on prenne pour un con. Et ben, je zappe. Et en fait, finalement, ben, les gens n'y vont pas. Et ben, c'est un sentiment que je comprends totalement. Et c'est bien que t'en aies parlé parce que t'as peut-être mis le point sur ce que les gens, en fait, ils essaient de. Ah, attendez, je vais refaire ma phrase. T'as trouvé une réponse à pourquoi les vieux fans se désintéressent du produit et pourquoi en fait ils arrivent pas à regarder de catch autre. Là, je pense que t'as mis un point vraiment intéressant. Mais là, on peut même partir vers un. Ah, mais c'est ça. C'est qu'en fait, c'est compliqué quand tu es attiré par un produit ou même par un truc et qu'on te l'enlève ou que t'es déçu. Parce que souvent, tu vas pas chercher un palliatif. Tu vas complètement passer à autre chose. Voilà. Et moi, c'est la différence c'est là où on est différent en tant que de consommation et de produits de catch, c'est que moi très tôt, j'ai pu aller voir autre chose que la WWE. Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai réussi à cliquer. Et je le dis et je le redis, dans le monde du catch actuel, c'est pas la WWE mon catch principal, moi. Moi, c'est la New Japan. Et depuis des années, tu le sais. Hein, bien sûr. J'en ai toujours parlé. Et en fait, je regarde WWE parce que c'est le truc le plus accessible. Et je garde un œil dessus parce que c'est par habitude. Tu regardes les résultats et tout ça, je jette un œil à la WWE que par habitude. Oui, bien sûr. Alors que New Japan, là, c'est le manque de temps avec le travail et tout ça qui fait que je peux pas suivre toutes les tournées comme je faisais avant. Mais c'est mon produit principal, c'est là où je vais avoir mon plus gros intérêt. Ouais, bien sûr. Et AEW dans les débuts, dans les 3 premières années, je regardais tout le temps, même les weekly. Là, sauf que comme on a dit, dans le monde de la vie d'adulte, des fois, on peut pas. Il faut, voilà. Moi je. Mais AEW, j'ai qu'une envie, c'est de suivre toutes les semaines. Et j'ai quand même envie de faire un dernier point, puis après on passe à la question suivante, si tu veux bien. J'ai aussi envie de dire
Alors j'ai bloqué pareil, hein, la question 3 sur Tanahashi, et ensuite on est parti, là on est sur une autre question. Ouais. Tu sais, on est sur Ouais, le même, je mettrai les deux questions, mais là on est parti. Des fois je regroupe, et je sais plus ce que je voulais dire. C'est un truc de fou. Oui, je dis, moi ce qui m'a le plus éloigné du catch à la télé, ce qui m'a donné le moins envie de regarder le catch à la télé, c'est les couloirs du catch. c'est paradoxal. Parce qu'en fait, quand tu passes 3-4 heures d'enregistrement à parler de catch, plus 1 heure ou 2 heures, un peu de montage, un peu de trucs, les shorts, les trucs, plus 1 heure ou 2 heures par semaine à préparer les prochaines émissions, et ben ce temps-là, j'ai pas envie de regarder encore du catch. T'as déjà ta dose ma de catch. dose de catch, je l'ai eu. Et surtout qu'en plus, là, parce que là, ça fait négatif quand tu dis ça, alors que c'est pas le cas. Non, mais Mais dans le côté positif, c'est que en fait, ta dopamine et ton plaisir de catch, a déjà est été remplacé assouvi. par notre A chaîne. déjà Voilà. été assouvi. Voilà, c'est notre chaîne qui permet de. Mais là, par exemple, aujourd'hui, quand on a préparé Chris Jericho, qui a duré presque 4 heures, bon bah 4 heures d'enregistrement, un peu de montage, 4 heures de réécoute, pour voir aussi si on n'a pas dit trop de conneries. Bon, on en a dit, mais ça allait. Ben forcément, en rentrant moi le soir, ben le catch, je l'ai déjà eu. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est bon, je vais pas me taper un autre show. Et je pense que Et surtout que le produit le plus accessible te déçoit déjà de base. Donc du coup, quand t'as fini un plaisir de faire notre chaîne et de faire nos vidéos, bien sûr, c'est un et plaisir. que ça nous a donné des bonnes vibes, et ben d'aller regarder des weekly insipides comme Hero et SmackDown et en ce moment, Bien sûr. bah, t'as pas envie quoi. Et non, mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis en train de chercher mon autre question pour la barrer. Je suis désolé si on a l'impression que clac. Bah, en attendant, les gars, si l'émission vous plaît jusqu'à présent, Ah bah c'est bon, je l'ai trouvé. n'oubliez pas de liker, surtout de neti booster les vidéos. Ouais, parce que c'est ce qui va nous permettre de sauver, de continuer à grandir. Et même un petit commentaire, même un petit truc, ben pour l'algorithme, c'est un truc de fou. Je remercie d'ailleurs ProduCatch qui nous a pas mal corrigé parce qu'on avait dit quelques bêtises avec Liam aussi qui sont toujours là dans les commentaires, ProduCatch qui a écrit plusieurs commentaires. Et c'est vrai que ben tout de suite dans l'algorithme ça se ressent. Quoi. C'est ça. Et pour ceux qui ne sont pas dans notre petite communauté Discord, ceux qui nous font que de regarder, essayez de venir faire des coucous durant les lives, les gars. Ouais, c'est cool. Même si vous voulez me poser, justement, c'est le moyen le plus simple de venir me poser des questions. Même un petit coucou, un petit truc, ça fait toujours plaisir. Et même si je joue à des jeux hors catch, on parle de catch beaucoup durant les lives. Donc du coup, et de catch ou d'autres choses, mais surtout de catch. Et là, vous pouvez me poser des questions et ça nous permet, à part ces émissions-là, qui nous permettent de faire un petit peu d'actu, si vous voulez m'entendre parler un peu de l'actualité, c'est le moment. Est-ce que finalement aujourd'hui, ce qui passionne le plus les gens qui regardent le catch, c'est pas presque les coulisses? Est-ce que finalement tout ce qui se passe le plus intéressant, c'est presque pas dans les coulisses? Bien sûr que si. Depuis que le kayfabe est mort et depuis que WWE appuie à mort dessus avec une émission que je ne regarderai jamais parce que pour moi c'est le palier que je veux pas dépasser, c'est les Unreal. La fameuse émission Unreal là que tout le monde qui fait le buzz à mort et que même des catcheurs refusent de la tourner justement parce que ils ont un peu le même point de vue que moi où on sait que le kayfabe est mort. On sait qu'on s'intéresse tous grâce aux réseaux sociaux, grâce aux émissions. On adore, comme tu dis, regarder les coulisses, regarder les backstage, regarder les rumeurs, regarder les trucs comme ça, plus que le produit. Et ben en fait, pour moi, il y a un palier à pas dépasser, c'est genre l'émission Unreal. Et en fait, moi, c'est ça qui me dégoûte un peu, c'est qu'en fait, beaucoup sont dans ce truc-là, aller voir ce produit-là en principal, et comme tu dis, c'est plus intéressant pour le catch. Et je sais qu'on bâche beaucoup de WWE, mais c'est parce que c'est eux qui nous mettent en avant ce nouveau produit et cette nouvelle consommation. Je suis persuadé qu'une grosse majorité des nouveaux fans de catch et des nouveaux jeunes, des trucs comme ça qui regardent du catch, ils ne le regardent que en vidéo courte. Ils ne regardent que des shorts, que des TikTok, que des réels ou des highlights parce qu'en fait, si tu te tapes le show en entier, en fait, il décroche. Et en fait, c'est pour ça que WWE appuie à mort sur les réseaux sociaux parce qu'ils mettent les moments, quoi. Ça manque un peu de pub quand tu regardes le show complet. Oh, en plus, oui. Oh. Ça, c'est encore un autre problème. Mais moi, j'ai l'impression, je vais pas développer parce qu'on va le développer beaucoup plus tard dans d'autres émissions. J'en dis pas plus. Justement sur le produit Netflix par rapport à ça. Je t'avais posé une question. Mais vas-y alors. Je t'ai posé une question parce que la prochaine émission, c'est pas grave. Puis voilà, mais moi j'aimerais. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur Netflix où tu te rappelles finalement ça fait 1 an. Oui. Où il y avait une magnifique entrée de The Rock totalement in kayfabe. Tu te rappelles? Hors kayfabe. Mais c'est une blague. Ce que je viens de dire, in kayfabe. C'était totalement n'importe quoi. Finalement, aujourd'hui, Netflix, est-ce qu'on n'est pas sur ce qu'on pensait, tu te rappelles, quand ils avaient signé avec Fox,
où Fox attendait des retombées énormes qu'ils n'ont jamais eues, parce Oui. que Fox ne s'est pas battu pour conserver le produit. Bien sûr. Donc là, la WWE, on avait dit, après, toi et moi, on en parlait, après le contrat Fox, ça va commencer à être dur. Ils ont eu tombés, la chance on d'avoir est arrivé sur le boom des plateformes, où aujourd'hui, tout ce qui est in, Ouais, ils étaient déjà sous Oui, mais- coq, tu vois. et là, le vrai boom des plateformes, aujourd'hui, la télévision, c'est mort. De toute façon, les gens aujourd'hui, c'est les plateformes. Même les télévisions aujourd'hui, elles mettent plus d'argent dans leur replay que dans ce qui se passe en direct, les Exact. chaînes de télé. Exact. Donc il faut bien comprendre que là, Fox, qui a été déçu, c'est reconnu. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Là, la WWE est retombée sur ses pattes grâce à Netflix. Mais là, si Netflix est déçu, qu'est-ce qui te reste après? Parce que là, je pense que Netflix tire la gueule quand même. Il faut voir combien il donne de pognon. Il faut bien comprendre que les ratings, ça, quoi qu'il arrive, on le sait. Les ratings ne sont pas à la hauteur de ce que pensait avoir Netflix. Parce que le truc qu'ils ont oublié aussi sur les plateformes, c'est que les gens regardent quand ils ont envie et quand ils veulent. Donc du coup, en fait, quand le show est en prime time, ça fera pas comme la télé de l'époque. Et du coup, ouais, Netflix est déçu parce qu'en fait, ils ont pas les retombées directes à chaque fois qu'il y a un Ouais, show, mais quoi. même sur une rediffusion, en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'un show de Raw, même si tu es fan de catch, ça c'est ce que je pense moi, il va être diffusé le lundi dans la nuit. Toi, tu vas te dire, je vais le regarder mardi. Quand on est comme nous, en c'est décalé, français, ouais. tu vas te le regarder le mardi soir. Si tu ne l'as pas regardé mardi soir et éventuellement Tu le mercredi regarderas matin, c'est fini. Tu le regarderas pas. Après, tu as été abreuvé de nouvelles infos, de nouvelles news. Tu as vu toutes les images. Tu sais tout ce qui s'est passé. Donc en fait, ton show, si tu le regardes pas Bah c'est fini. Une En heure fait, ou deux, il est plus c'est longtemps. Et j'allais rebondir dessus, Thomas, c'est bien dit. WWE, en même temps, avec leur surconsommation de social media et rare, si tu ne regardes pas le show limite en direct ou comme tu dis le lendemain, ben le show de toute façon tu vas le voir en produit court sur tous les réseaux c'est très sociaux. simple. En fait, à quoi ça sert de regarder le show d'Euro complet alors que j'allume YouTube, tout est reposté déjà dans la demi-heure où le match est posté. J'allais te dire même quand il y a eu le spear de Braun Breaker sur Penta ou Rey Fenix, je sais plus. Celui qui s'est Là, passé là, là. de Dragon Lee. Dragon Lee. Excusez-moi les amis. Il faut quand les gens dans le Discord en ont parlé parce qu'on a des gens du Discord qui ont regardé le show En live, ouais. live, qui m'ont dit, ils ont dit ouais, faut que tu vois le spear. J'ai vu le spear sur TikTok 3 minutes après. Bah oui, bien sûr. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire par rapport au short YouTube, par rapport à tout. Si tu Et ne donc- regardes pas le show en live, tu l'auras, tu vas être, si t'es sur les réseaux sociaux, ça va t'agresser quoi qu'il arrive en fait. Donc du coup, pourquoi comme ils font que des moments, c'est pour ça que ce produit C'est m'énerve. balle, t'allais dire? C'est trop de balles, ouais, parce qu'en fait, ils font que des moments. Le moment du spear, moi, j'ai vu que les mecs étaient sur Discord pour regarder le show. Je les ai pas rejoints, je faisais autre chose. J'ai allumé vite fait mon téléphone pour scroll sur X Twitter. Ben, j'ai tout vu. Mm. J'ai tout vu. Et c'est ça en fait. Et du coup, pourquoi les gens vont donner de l'audience à un produit complet alors que tout ce qui est intéressant, ils le reposent tout de suite après? Et qu'en fait, tout le reste de ces moments-là, c'est là où c'est fou et que le produit, pour moi, normalement les vidéos courtes et tout comme ça doit te donner, pour moi, doit te donner envie de regarder le produit complet. Tu sais, c'est un peu comme un trailer. Un trailer doit te donner envie c'est comme de regarder le film complet, la série complète. C'est comme souvent quand je tombe sur des podcasts sur le foot avec des joueurs qui parlent avec un animateur. Souvent, quand ils font des extraits du podcast, ils coupent au moment où ça devient le plus chaud. Oui, le plus intéressant. Le but, c'est de te tendre la carotte. T'as goûté un petit morceau, ça t'a donné envie, mais tu veux manger la carotte complète. Et en fait, WWE font l'inverse, si vous regardez bien. Et du coup, c'est un gros problème. Et comme tu dis, peut-être au bout de, je sais plus combien de temps de contrat ils ont, 5 ans, je crois, chez Ouais, Netflix. je pense, ouais. Et ben, s'ils continuent à faire ce genre de consommation de produits, et ben, en fait, pour moi, ça n'ira pas au bout. Parce que, en fait, c'est le gros produit est fait pour alimenter les réseaux sociaux. Alors que ça doit être l'inverse. Et attention, parce Les que réseaux sociaux doivent alimenter leurs produits, Mais- qu'on puisse aller le regarder, le suivre toutes les semaines. Netflix ne rigole pas, hein, malgré tout, parce qu'ils ont quand même bloqué très vite des séries Le nombre de séries annulées, avec tout des, ça, non, ouais, mais bien sûr, des hein. séries avec des stars, Ouais. avec des gros noms dans les séries. Donc ça rigole pas. Après, peut-être que là, on est dans un domaine qui nous concerne moins. Je parle des audiences. Mais là, après, si tu te foires sur Netflix, à part mettre tes shows sur YouTube et espérer une grosse visibilité sur YouTube, à moins qu'après il y ait un nouveau mode de consommation qui arrive dans 5 ans. On sait pas, parce que justement l'ère des réseaux sociaux et les médias,
Ça peut évoluer du jour au lendemain Ça va très vite. tellement vite. Ça peut aller très très vite. Mais Mais si on regarde le monde actuel, comme je dis, je trouve que pour moi, ils ne font une grosse erreur. C'est qu'en fait, ils alimentent les réseaux sociaux parce qu'ils se disent que c'est là où il y a le plus de pognon, en fait. Et qu'il y a plus de visibilité. Ils ont pas tort. Mais ce truc-là, ça doit être un truc d'appel pour aller voir leurs produits. C'est techniquement, Netflix, comme c'est ultra accessible, bah, donner envie d'aller prendre un compte Netflix pour regarder. C'était comme quand il y avait les pay-per-view avant et qu'il y avait la télé. Et ben, en fait, on voulait aller voir le produit. Donc, du coup, on allait à une heure précise pour voir ce produit. On allait payer, pas nous, mais les Américains allaient payer pour voir le pay-per-view parce que les weekly doivent emmener un pay-per-view. Là, c'est même plus le cas. Là, vous suivez les weekly. Les build-up n'amènent même pas à des fins de rivalité de pay-per-view, en fait. ça peut arriver n'importe Ça quand. peut arriver n'importe quoi. En fait, il y a même plus de suivi par rapport à ça. Donc, en fait, pourquoi j'irai voir un pay-per-view? Parce Alors, que Netflix là, pour moi, c'est le même problème que la WCW. La fin de la WCW, où les mecs font un produit pour la télé, et qu'en fait, les pay-per-view, on s'en bat le nœud. Oui, mais parce que les pay-per-view n'existent plus. Voilà. Vu qu'en fait, aujourd'hui, tu vas aller cliquer sur Raw, puis après, tu vas aller cliquer sur Royal Rumble, c'est sur la même chaîne, au même endroit, à la même heure, au même truc. En fait, aujourd'hui, WWE, je pense, considère que Raw est un pay-per-view, en fait, entre guillemets. C'est un gros Ouais, show. mais comme, en fait, ils se parasitent tout seuls avec les réseaux sociaux. Mais Braun Breaker, Pour moi, dans le temps, ça va pas Braun marcher. Breaker, Hein. CM Punk, t'as ton match d'ouverture au Royal Rumble. Ben, bien sûr. Mais tease-le! Fais que Braun Breaker et CM Punk se courent après, courent après. Ouais, mais le truc, c'est que du coup, ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait, mais ils continuent de le faire, et maintenant, ça devient éculé. Ça veut dire qu'en fait, ils agrandissent les rivalités, où en fait, les mecs vont s'affronter au moins 15 fois avant le pay-per-view. Et après, au t'en as final. plus rien à foutre. En fait, on a plus rien à foutre. Parce qu'en fait, le match, tu l'as déjà vu au moins 3-4 fois. Si tu regardes encore le match. Oui, Sauf bien que sûr. dans le produit actuel, tu ne regardes même pas les matchs en entier, tu regardes juste les shorts. Comme ça, c'est bien. On est resté un petit peu. Je sais pas que je te coupe, hein. C'est juste comme ça, on continue, puis on garde ça pour le prochain concept que ça va arriver où il y aura plusieurs mondes par rapport à Netflix. Ouais, bien sûr, bien sûr. On va garder ça. Moi, ce que je te propose, je te pose encore une question sur la. On finit avec la WWE. Après, on part un petit peu sur le catch féminin parce que j'ai une question à te poser sur le catch féminin. Et après, on termine un petit peu avec un petit point japonais. Bah, si tu veux, pose ta question sur WWE. Ouais, comme ça, on termine avec la WWE. Voilà. Et après, on Alors, enchaîne. Moi, j'ai envie de dire, eh ben, est-ce que finalement, là, parce on va rester dans notre thème, hein, est-ce que finalement, le WrestleMania qui se profile dans 2 ans, enfin, Celui en Arabie Saoudite. 1 an et demi, ça va pas être ce qu'on va appeler un peu le déclin. Est-ce que ça peut ne pas signifier le début du déclin de la WWE? Je m'explique. Tu le sais, on le sait. Là, c'est bien parce que je vais pouvoir dire ce que je balance souvent dans le Discord, mais comme on est toujours des fois une dizaine, on s'entend pas parler. La WWE, on l'a déjà dit, l'Arabie Saoudite s'en bat les couilles du catch. Donc elle a demandé, la seule chose qu'on est sûr, c'est que la WWE a demandé, l'Arabie Saoudite, moi je peux pas écrire le timecode et la question, j'arrive pas. Donc c'est écrit. L'Arabie Saoudite a demandé à la WWE de faire le plus grand mania en termes de star power de tous les temps. Oui. Donc, quand on dit, en rigolant, qu'on peut se taper Rock Austin en main event, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Moi, j'avais déjà dit, John Cena, je serais pas surpris de le voir. Après, John Cena, il a dit qu'il avait re-signé pour 5 ans et que donc, de temps en temps, on le verrait faire un coucou. Donc là, ça rentre totalement Dans ce que tu dis. dans ce que je dis. Mais on parle, je veux dire, Shawn Michaels, on en parle. Même s'il reviendra pas. Dieu merci, de toute façon, il arrive plus à marcher. Shawn Michaels, déjà, je l'ai vu sur une petite moto pour se balader, il a failli se tuer. Non. Donc, reste tout est. Mais je pense qu'on va avoir un défilé de célébrités in catch et hors catch affolant. À tel point que... Tu ne pourras plus faire plus haut ensuite. Ah oui? Non, mais c'est surtout qu'ils le font, comme tu le dis. Toi, tu dis c'est le moment du déclin, mais c'est le pire, c'est qu'ils vont appeler les gens qui sont déjà en déclin et plus là. Ben, c'est ça. Parce que on revient sur le point qu'on a dit dans l'une des premières questions de l'émission. Ils n'ont jamais fait de passage de flambeau, ils n'ont jamais réussi à établir leur nouvelle star. Et ben, Du coup, tu vas faire un pay-per-view où tu veux tout le star power, et ben t'es dans la merde. Et ben, c'est ce que j'allais te dire. En fait, tu vas montrer au monde que ton seul star power qui existe, c'est Stone Cold Steve Austin qui va avoir 60 ans. Ouais. Tu vas certainement tout faire pour récupérer les Hardy Boys parce qu'ils veulent aussi faire un dernier run Ouais. à la WWE. Tu vas certainement tout faire pour pousser. Taker. Taker, il sera là. Taker. Tu vas certainement tout faire. Non, mais là, je te parle que tu vas essayer de mettre dans le ring. Ah, que tu vas essayer de mettre dans le ring. Tu vas certainement tout faire pour qu'un certain catcheur, la meilleure chaîne YouTube française a fait la première partie de sa carrière, soit là encore l'année prochaine. Ah oui, que Je pense à Y2J, parce que Y2J, je pense que lui, il peut encore catcher. il va encore catcher. Je pense que tu vas tout faire pour que les mecs, pour montrer qu'en fait, ton plus gros star power, eh ben, c'est des catcheurs qui étaient là il y a 20 ans. Et les gens qui arrivent justement hors réseaux sociaux pour rebondir encore
qui arrivent à suivre le produit total, qui veulent voir leur nouvelle star et qui sont contents. Moi, je pense souvent à notre comment ça s'appelle, à notre modérateur Loman, qui lui a un œil neuf et qu'en fait il arrive à s'accrocher aux nouvelles personnes qui voient à la télé. Il nous parle souvent des catcheurs récents que moi j'arrive pas à m'intéresser, c'est grâce à lui où je jette des petits coups d'œil. Et ben il va arriver à ce mania-là et tous ces mecs-là, tous ces jeunes filles-là ne seront pas dans le show. Ouais, ou alors en position en PLS. Ou en PLS dans une bataille royale ou dans le pré-show. Et en fait, c'est qu'en fait tous les matchs importants, ce sera des matchs nostalgiques où le catch, on va s'en battre le nœud en termes d'in-ring parce qu'en fait les mecs ne pourront plus. Et en fait, ça va être, comme tu dis, que du star power. Et en fait, ça va montrer à quel point la WWE, depuis des années, ont pas su renouveler et donner envie, même aux pointures ou ceux qui ont de l'argent, de mettre en avant les nouvelles stars. Non, puis c'est important de se dire, et après on terminera là-dessus sur ce point-là, c'est important de se dire que voilà, on va arriver, alors j'imagine la négociation avec n'importe quel catcheur, ancienne superstar du roster. Shawn Michaels, Triple H, Undertaker, Triple H, pas possible. Triple H parce qu'il a le problème de santé, sinon il serait là. Hein. N'importe, voilà. Undertaker, tu viens en Arabie Saoudite faire un demi-match, puis faire coucou. Non, faire un demi-match même. Un demi-match, mettre un chokeslam à un mec pendant le match et faire le tomber. Non, je suis blessé, j'ai mal partout. 500 000. Ouais. 1 million. 1 million. Ah, j'ai un peu moins mal la cheville là. 2 millions. Ah, allez. 2 millions 5. 2 millions 5. Je viens. Allez, c'est bon. Ok. Mais bien sûr, ça va être ça. Ça va être exactement comme ça. Ça va être exactement comme ça. Ça va être ça. Parce que le fameux match qui nous a détruit, nous, qui sommes des énormes fans de Shawn Michaels, l'horrible Brother of Destruction contre ça existe, ça. Oui, ça existe, où Shawn Michaels, en plus, le pauvre, il a déjà coupé ses cheveux, donc du coup, c'est déjà plus Shawn Michaels, et qu'en fait, le mec a cassé sa parole, et ben, parce qu'on lui a mis tellement de billets sur la table, tu peux pas refuser, en fait. Mais tu ne peux pas refuser. Mais tu es humain, ils ont raison, les mecs. Mais oui. Mais ils ont raison, tous. Les gens qui critiquent, ouais, mais non, il avait pas besoin, machin. Non, les gars, pensez que c'est vous. Vous allez, personne refuserait. C'est hypocrite de dire, ouais, non. Mais pour l'amour du business, je vais refuser. Non. Ces mecs qui critiquent, et notamment dans les radios bien pensantes, ouais. Qui disent, ouais, le mec, je parle des joueurs de foot parce qu'il y a eu un boom. Ouais, le gars, il a 22 ans, il part en Arabie Saoudite, sa carrière, elle est finie. Sa carrière, elle est finie de quoi? Il va faire 1 an ou 2 en Arabie Saoudite, il va revenir, t'inquiète pas. Tu trouveras toujours un club de pigeons. Qui vont l'embaucher. Quand je dis pigeon, c'est avec gentillesse. Ouais. Mais aujourd'hui, un mec, tu connais certainement pas N'Golo Kanté, qui était le petit milieu de terrain de l'équipe de France, qui aujourd'hui a 34 ans. Aujourd'hui, le mec, il l'a dit, ça fait 4 ans que je suis en Arabie Saoudite. Le mec, par contre, il bosse. Lui, qui joue en DH, en Arabie Saoudite, partout, il joue. Le mec, aujourd'hui, à 34-35 ans, il a n'importe quel club turc qui peut te payer un salaire presque équivalent. Il a l'Angleterre, il a le championnat de France. Donc aujourd'hui, tu vas en Arabie Saoudite parce que tu as la chance de pouvoir prendre un cachet énorme, que tu sois footballeur, sportif, n'importe quoi. Mais vas-y, quoi. Mais... Et donc demain, quand on va proposer à toutes ces superstars, ou pour certains, Stone Cold, par exemple, qui se dit, je vais vraiment arriver à un moment où c'est fini, je pourrai plus revenir. Si je dois revenir, c'est là, ou après, c'est terminé. Là, si tu peux prendre 5 millions de dollars pour fêter ta retraite, bah, prends-les! Bah, tu sais, là, tu disais à The Rock Austin, mais, Brock Austin, mec, ça va être ça, le truc qu'on n'a jamais eu. Moi, mais le programme qu'on n'a jamais eu, il serait capable de le mettre pour l'Arabie Saoudite. Je pense, et on va mettre une petite pièce là-dessus. Moi, je pense que il y a 2 pay-per-view, il y aura 2 nuits. La nuit 1, ça va être un main event old school. Sûr. Un truc de vieux. Sûr et certain. Mais sûr. Sûr et certain. Voilà. Après, on verra bien. Ce que je te propose, mais ça y est. Juste, avant de faire la pause, juste, les gars, vous mettez plein de likes pour Thomas par rapport à sa question et ce qu'on a abordé là. Parce que je trouve qu'il a fait une masterclass, les gars. Bah, j'essaye d'être un peu pertinent. Ouais, là, il était bien plus pertinent que moi. J'essaye parce que, j'essaye d'être un peu pertinent. Après, ce que je te propose, c'est qu'on fasse notre petite pause. On va très vite parler du catch féminin. On bifurque sur le Japon ensuite pour terminer. On essaie de se faire 10-12 minutes par chapitre. Comme ça, on sera à 1h30, 1h40 et ce sera très bien. Ça me va. Ça va? Allez, c'est parti. Mais ça y est, donc du coup on a terminé la pause. On va enchaîner tranquillement sur les 2 petits points que je t'avais dit. Donc on va commencer par le catch féminin. Est-ce que le catch féminin est vraiment pris au sérieux à la WWE ou est-ce que c'est juste de plus en plus une façade marketing pour mettre les catcheuses dans des positions ou dans des tenues un petit peu sexy et que le catch soit un peu de plus en plus mis de côté? Alors, j'ai envie de te dire oui, mais je vais appuyer le propos. C'est tout le catch qui est mis de côté.
pas que les femmes. Ouais, mais là, moi, j'ai l'impression que Pour moi, déjà, le in-ring, à part des fulgurances et deux, trois catcheurs qui essaient de continuer à donner des matchs de ouf, et des catcheuses qui continuent à donner des matchs de ouf, parce qu'il y en a, hein. Ce qui rapporte le plus de pognon, bah, comme tu dis, c'est la sexualisation du corps. Et chez les femmes, c'est là où ça va le plus loin. Et c'est en train de, moi, j'ai l'impression qu'on retombe dans les bas-fonds exactement de, pas l'attitude des rats, mais genre bas-fonds de la Ruthless Aggression. Où les nanas commencent à recatcher correctement, commençaient de plus en plus à avoir des vraies catcheuses, des Mickie James, Trish Stratus qui était à son pic, pour ceux que je la critique beaucoup, mais là, à ce moment-là, elle était vraiment forte. Pour l'époque, hein, pas pour le maintenant, les Victoria, les trucs comme ça, mais par contre, il y avait toujours les déchets autour. Les déchets, c'est méchant quand tu dis déchets, mais tu parles déchets dans le booking, tu parles les déchets de booking. Les déchets de booking. Tu parles pas de la catcheuse. Non, je parle des déchets de booking, tu sais, les Brian Panties, les Playboy Pillow, les Diva Search, toutes ces conneries-là. Et en fait, là, ils repasseront pas là-dedans, parce que s'ils font ça, ils se font assassiner. Donc, ils le feront pas. Mais, on le voit, là, on en a parlé avec un du Discord, je vais lui faire un big up, il a une chaîne YouTube aussi de musculation, c'est notre ami Mehdi. On a parlé dans le Discord hier, justement, tous ensemble, et en fait, il me montrait les highlights de Raw pour lui. Désolé les gars, c'était les fesses de Liv Morgan. Ouais. Ils refont des plans, désolé, je vais reprendre la phrase de Nettie, c'est plus drôle, des gros veaux. Voilà, c'est des trucs de gros veaux, quoi. Mais la plus grosse définition, parce que encore une fois, je cite beaucoup de gens du Discord parce que on en parle beaucoup entre nous, lunatique. On parle beaucoup de Stephanie Wacker où lui, il est beaucoup plus virulent que la plupart. Mais moi, je trouve qu'il a raison où elle est censée être la championne mondiale et la championne principale. Elle est reléguée derrière Becky Lynch chez les championnes intercontinentales dans le booking, ce qui est vrai, hein. Et du coup, le seul truc qu'on veut voir chez elle, c'est son cul avec le Devil Kiss. Et qu'en fait, j'aime bien son expression, en fait, elle a pas une ceinture autour de la taille, elle a un pims. Voilà, j'aime bien cette expression, donc j'ai envie de la reprendre. Et qu'en fait, le seul truc qu'on a envie de voir, c'est des highlights du match dans ses positions. Et pas le match de manière normale, en fait. Est-ce que c'est pas un petit peu factuel en ce moment, un peu partout? Parce que moi, alors, je suis pas du tout l'actualité, médias, musique et tout. Moi, je suis à la ramasse totale en ce moment. Le monde de maintenant va trop vite pour moi. Mais rien que cet après-midi, je suis sur TikTok, je scrolle un peu, je suis tombé sur une chanteuse américaine, je pourrais pas te dire le nom, j'en ai jamais entendu parler, puis je veux pas passer pour un con. Mais en fait, quand je la regardais chanter sur scène, moi je voyais une chanteuse, elle aurait un OnlyFans, c'est pareil. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Le talent de chanson, je me permettrai pas de critiquer, mais la tenue et tout ça encore, et je me dis ouais, en fait, je sais pourquoi les gens sont là. Ben oui. Et j'ai l'impression, excuse-moi, et après je te laisse reprendre, je te coupe plus. J'ai l'impression qu'on est en train de te faire une génération de chanteuses bimbo où on revient à l'époque où les chanteuses, c'était uniquement de l'autotune à 100%, autotune. On va te les mettre habillées dans le moins bien possible, enfin le plus à poil possible, mais pour faire croire qu'elles sont bien habillées. Donc je vais te mettre à porte-jartel, à lumineux avec plein de paillettes parce que tu vois c'est classe, c'est beau. Mais il faut quand même qu'on voie un peu tes seins et ton cul. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Ta chanson par contre, chante. Vas-y. Chante derrière. Chante Kevin Dunn et la main dans le pantalon. Voilà. Mais de toute façon. Le clavier colle toujours. De toute façon, je reprendrai la phrase dans le film Fatal, hein, mais moi j'écoute autre chose, hein. Parce que si j'écoute ça, je me fous en l'air. C'est le mec de Fatal. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, moi j'ai l'impression qu'on est revenu là-dedans. Et en fait, dans le monde du catch, de plus en plus, alors c'est pareil. Elles sont toujours mises en avant en disant, vous avez vu, hein. Elles sont en haut de la carte, hein. Le titre féminin, c'est vachement important. Le Rumble féminin. C'est bien. Mais bon, quand même, si elles peuvent un petit peu montrer le cul, c'est toujours un plus. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Et du coup, on va faire un petit parallèle avec la concurrence. C'est moins le cas chez AEW. Beaucoup moins le cas. Parce que c'est quand même le catch qui est mis en avant. Et encore une fois, c'est vraiment deux produits différents. Et qu'en fait, dans leur nouveau produit WWE, on rebondit toujours dessus. Ouais. Le plus important, comme c'est pas le catch, on va mettre en avant quoi? Quand tu vas faire des moments, du coup, il faut que ce soit des prises, faut que ce soit des putains de prises ou des moments, des cassages de table, un moment choc. Mais pour nos amis catcheuses féminines, le plus important, c'est qu'elles soient sexy. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que l'AEW, quand ils ont créé leur fédération, n'ont pas mis
Ah zut, une division féminine importante parce que c'était ce qui se faisait chez la concurrence et que du coup pour te faire valoir il fallait une division féminine Mais bien sûr, parce que dans le monde actuel, il faut une division féminine forte parce que maintenant on a passé le cap où que les catcheuses sont trop fortes en plus. Vraiment, il y a une période WWE où le catch féminin était bien plus important que les hommes quand tu regardes avec je parle souvent de Becky Lynch, c'était la plus grande star au-dessus des hommes. Moi, tu vois, ce qui m'embête, c'est qu'au moment de cette révolution féminine, donc quand on t'a fait venir Becky Lynch, Charlotte Flair, Bayley, Non, Bayley elle est venue après. Mais, non mais ouais, voilà. Sasha Banks. Voilà, toutes ces grosses catcheuses qui physiquement étaient belles, il y a pas de problème, mais j'avais pas l'impression que ce que je retenais c'était leur physique. Non, c'était leur catch à ce moment-là. Il y a eu Alexa Bliss qui est magnifique, ok, qui est un petit peu la règle, enfin l'exception qui confirme la règle parce que c'est vrai qu'il faut dire la vérité, on l'a déjà dit, Alexa Bliss, c'est beaucoup son physique qui a fait qu'elle soit en haut de la carte. Qu'elle était en haut de la carte. C'est pas une critique, c'est une constatation sans aucune misogynie. Mais toutes ces catcheuses quand elles sont arrivées, je me disais, ouais, putain, ça envoie du pâté, c'est bien, c'est cool, c'est sympa. Bon. Là, maintenant. Ensuite, Asuka et tout ça. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'on retombe un petit peu dans les travers où, purée, le Devil Kiss, quand même, c'est cool, tu vois. Ouais, mais remettre Nikki Bella en avant, c'est cool. Ah bah, Nikki Bella, pour moi, alors, au-delà alors là, je vais pas la bâcher. Mais je vais juste que le fait qu'aujourd'hui, en 2025, on te rappelle la catcheuse qui a été la passerelle entre la période des divas et la période de la révolution, ça te prouve qu'on est en train de revenir à l'avant la période de la révolution. Pour moi, c'est le point qui donne raison à ton point, en fait. Voilà. C'est Nikki Bella donne raison, comme quoi on a l'impression de revenir en arrière, parce que comme on fait moins de catch et qu'on fait des moments et qu'on fait des trucs de clics, et ben du coup, elle était, comme tu dis, la passerelle entre les deux. Et du coup, et ben on a l'impression qu'on redemande aux catcheuses de faire ça. Et je trouve ça triste, en fait. Heureusement qu'il y a 2-3 catcheuses dans leur monde qui continuent un petit peu à essayer de faire du bon catch, genre Io Sky et tout ça. Mais on va dire dans la globalité des produits... on parle pas d'NXT, hein, les enfants, hein, parce que NXT, elle catch, et heureusement. Mais les produits main roster, et ben pour moi, on tombe on va dire, dans les pires heures de l'histoire du catch. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je suis tellement d'accord avec toi, c'est un truc de fou. C'est vraiment ça m'attriste beaucoup. Parce que moi, c'est des catcheuses que j'ai vues, par exemple Stephanie McMahon, où j'ai suivi son parcours avant d'arriver à la WWE, ses matchs et tout, où je la trouve vraiment exceptionnelle. Et j'ai l'impression de plus voir une catcheuse, quoi. Et on l'avait dit aussi encore une fois dans le Discord avec Lunatic, par exemple, s'ils veulent mettre Saka en avant parce qu'elle galère encore avec l'anglais, pourquoi elle est pas restée à NXT? Développez-la. Pourquoi tu lui claques pas un manager ou une manageuse? Voilà, c'est ça. Trouve un truc qui fait qu'on va mettre son catch en avant et sa personnalité en avant et pas, désolé, hein, on n'a pas envie de parler crûment et tout ça, mais on n'a pas envie de, si j'ai envie de voir des culs, c'est pas la WWE que je dois regarder normalement. Ouais, t'as pas besoin. J'ai pas besoin. Il y a des sites sur internet qu'on n'a plus trop le droit d'aller voir où il faut un VPN. Si j'ai envie de voir du cul, je vais là-dessus. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et encore une fois, là, on n'est pas en train de jouer les gros misogynes. C'est vraiment ça. Non, justement, parce que c'est pour défendre la condition, là, pour le coup. Je préférais avoir l'arrivée de toutes ces catcheuses qui étaient là pour le in-ring et où vraiment j'aimais bien. Ou parce que pourquoi Becky Lynch, par exemple, tu en as fait la plus grosse star de ton roster à l'époque, quand elle a été, je sais plus quelle année. Ouais, je sais plus l'année, mais c'est quand elle était The Man, quoi. Elle a été The Man, elle a été la plus grosse star 2017. Du roster. Elle catchait avec l'image la plus marquante de Becky Lynch, c'est elle avec le pif explosé avec le t-shirt de SmackDown. Ouais. La nana n'est pas à poil, elle est en train d'être badass. Voilà. Et là, t'as envie d'accrocher sur une badass. Maintenant, même si ça fut un échec parce que la personne n'était pas, la pauvre, je pense qu'elle a beaucoup de problèmes psychologiques et qui a fait que ça finit en autre boudin. Ronda Rousey, quand elle venait dans le catch, elle était habillée comme un peu le MMA, elle n'était pas habillée de manière sexy, comme on l'a vu dans les films. Parce que tu n'as pas besoin. Elle était là en tant que combattante, badass, catcheuse. Voilà. Et là, maintenant, et on revient, ouais, écoute, c'est cool, hein, continue à faire des bons matchs. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On a dit Nikki Bella, pour exemple, on a dit Stephanie McMahon, mais même Rhea Ripley. Regarde l'évolution de sa tenue, là, en 4 ans. Elle venait, elle avait une tenue complète noire, un peu gothique, un peu machin. Elle arrivait dans le Judgment Day, elle a commencé à montrer ses fesses. Mais elle avait encore un body, et là maintenant, elle est en slip et soutien-gorge. Moi, le catch féminin a gagné une bataille, quand justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, et après on passe au point Japon, et après on termine. Quand elles arrivaient pour catcher, et que tu disais, ouah, ça va être bien dans le ring. Oui. Aujourd'hui, pour moi, il y a une régression, quand elles arrivent, et comme tu dis, mais en fait, je vois que le cul.
Voilà. Je m'en fous du match, entre guillemets. Voilà. Alors, Ça me sort en fait du truc. et encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'on est des gros misogynes, on est juste en train de dire que si t'es fan de catch, comme toi tu es fan de catch, comme moi je suis fan de catch, et comme beaucoup des membres de notre communauté, parce que ça revient beaucoup dans notre communauté, On en parle tout le sur temps. le Discord, et où la plupart sont des mâles, hein, y a pas de problème, hein, mais tous te le diront, hein. Ouais, bah ça on n'aime pas. Nous on a envie de les voir catcher, être traités comme les hommes, catcher, parce que ce qu'on a envie de voir c'est des bonnes storylines, c'est des catcheuses qui se foutent sur la gueule comme des catcheurs se foutent sur la gueule. De manière compétitive. De manière compétitive, agréable, sympa, et pas forcément la nana qui vient pour montrer ses fesses. Quand je dis nana, c'est pas péjoratif. Pour montrer ses fesses, pour juste créer un moment sur, encore une fois, les réseaux sociaux pour que le petit boutonneux de 15-16 ans qui a du mal à aborder une nana puisse aller chercher son sopalin et vas-y mimile. Voilà. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe au catch japonais. Ouais, vas-y. Alors, catch japonais, je voudrais savoir un peu pourquoi la WWE, elle recrute autant de catcheuses et de catcheurs japonais. Pourquoi? C'est quoi? Il y a une mode, il y a un truc, c'est quoi? C'est parce que c'est les meilleurs performants. Bah, il y a eu beaucoup de moments de catcheuses japonais qui sont arrivés, parce que tout le roster Catcheuse féminin, surtout. le catch féminin, c'était à un moment, c'est des japonaises les meilleures. Ouais. C'est quoi? C'est parce que la formation au Japon, elle est mieux, parce que c'est plus intéressant. Déjà, oui, la formation est beaucoup mieux. Elle commence très très jeune au Japon. Dans les grosses fédérations japonaises, Stardom, comment ça s'appelle, Princess, machin. J'ai plus le nom excusez-moi, j'ai plus le nom de toutes les fédérations en tête là. Mais en fait, c'est comme elles sont formées, comme le catch masculin là-haut, dans les dojos, les trucs comme ça, on les recrute très très jeunes. Et même il y avait, c'était à l'époque du boom du catch japonais féminin, le Joshi en 90 et tout ça. 26 ans, c'était fin de carrière. D'accord, ok. Pour te dire, c'est qu'on les recrutait très très jeunes et qu'en fait on les prenait à leur pic, que ce soit athlétique, machin, avant qu'elles deviennent peut-être des mères ou qu'elles font faire d'autres carrières. On les prenait vraiment au pic de leur physique, leur truc comme ça. Et du coup, elles ont un background in ring incroyable, équivalent aux hommes largement. Ouais, si tu regardes la Stardom, justement, je vous conseille d'aller voir un match, ça va vous faire une bonne porte d'entrée, parce que du coup, Wrestle Kingdom, c'est assez accessible à aller voir. Allez voir le match féminin de Wrestle Kingdom. Donc pour le double titre féminin, le titre IWGP féminin et le titre Strong féminin. C'est Shuri contre Sayaka Mitani. Sayaka Mitani qui est en train de devenir probablement l'une des plus grandes stars au Japon. Le résultat, je vous le spoile pas parce que ça nous a tous surpris. Mais qui est en train de devenir l'une des plus grandes stars all time. Elle est ultra médiatisée, on la voit partout et tout ça. Et qu'en fait, quand tu regardes le match, putain, ça renvoie, mais du lourd. J'en ai des frissons, pour te dire, parce que c'est un de mes regrets, c'est de pas suivre justement le Joshi actuel, parce que le Joshi actuel, on voit vraiment du lourd. Ok. Et que la plupart même des meilleures catcheuses occidentales, ont fait du passage vers le Japon. Par exemple, pour moi, la plus grande star féminine à la UW, c'est Toni Storm. Toni Storm a un gros pass à Stardom, par exemple. C'est vraiment l'endroit idéal pour progresser. Évidemment. Et oui. c'est pour ça. Et puis il y a une certaine discipline aussi. Donc je pense que pour les fédérations américaines, notamment, ça leur permet d'avoir des catcheuses disciplinées qui vont. Et si vous regardez, pour moi, la meilleure catcheuse actuelle WWE, c'est une japonaise. C'est Yoskai. Ouais, c'est Yoskai. C'est Yoskai. Même Asuka qui est sur le déclin, elle est toujours aussi exceptionnelle. Carisen, on la voit pas assez parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Ils ont eu des ratés à NXT, par exemple, il y avait eu Sarray, où ils n'avaient pas réussi à en faire quelque chose, mais qui avait un gros potentiel. Et qu'en fait, s'ils arrivent, là, on en a débattu il y a pas si longtemps, Julia, ça fait mal au cœur, mais Julia était vraiment le plus gros prospect, la plus grosse free agent du moment. Très mal utilisé à la WWE. Mais parce que ces catcheuses, à la WWE, ou même dans les fédérations américaines, il y a la possibilité d'être en haut. Oui. Que si t'as un catcheur masculin qui vient à la WWE, un bon catcheur japonais qui vient à la WWE, tu vas être soit à NXT, soit en mid-card. Oui. Parce qu'il y aura pas la place pour toi. Le seul contre-exemple depuis des années, parce que Nakamura a touché un peu le main event, mais ça a été un échec dans le Encore une fois, Nakamura, j'ai envie de dire, c'est lui. Il y a pas que lui, mais il y a beaucoup de trucs qui viennent de lui. Non, je parle pas ça. Je parle pas du fait qu'il se soit planté à la WWE et tout ça. C'est que Nakamura est venu à la WWE pour se calmer en aussi. Vacances. Oui, aussi. Pour aller faire du surf. Donc, tu peux pas comparer finalement. Lui, c'est un peu, c'est un point un peu différent. On est sur un catcheur qui était déjà totalement établi au Japon, où tu as dit qu'il commençait quand même à être cassé de partout, avec ses différentes rivalités qu'il avait eues avec Tanahashi, avec tout ça. Quand il est venu à la WWE au Californie, avec le soleil, la plage et la il a décidé de se calmer. Ça lui convenait parfaitement. Mais en fait, dans la globalité, il a pas été si mal utilisé que ça. Oui. Dans maintenant où il sert plus à rien. Ils savent plus quoi en faire. Ils savent plus quoi en faire. Mais on va dire les Japonais à la WWE, par exemple,
Nakamura, ça a été plus haut, hein, chez les hommes, hein, je parle. Hein. Oui. Ah, Ça a mais été c'est plus ce que je dis. Mais les féminines, il y a la place. Il y a beaucoup plus de place parce qu'en plus, elles sont beaucoup plus fortes en termes d'in-ring. Le problème, c'est que si elles ne parlent pas anglais, il faut qu'elles soient vraiment exceptionnelles et qu'elles montrent beaucoup de personnalité. Comme Asuka, par exemple. Comme Asuka et ensuite Yoskai. Qui a réussi et qu'aussi elle a tapé dans l'œil de celui qui book. Hein, parce que ça fait longtemps qu'il la book. Et puis. Mais par exemple, Julia, elle a pas eu de place, par exemple, pour s'exprimer et donc du coup, on a l'impression que c'est un échec complet. Mais pour donner l'exemple masculin, le seul pour moi, il y en a deux. Ils sont pas à la WWE. Ils sont à la UW. C'est la meilleure utilisation de masculin japonais dans le catch. Pour moi, c'est Konosuke Takeshita. Et qui continue, le mec est signé dans 3 fédérations. Quoi. Ouais, puis. Et il continue de tourner, hein, parce qu'à New Japan, il a un contrat. Hein. Un contrat UW, un contrat New Japan, un contrat DDT. Et en fait, lui, il continue de tourner. Et le deuxième, mais c'est parce que le mec était déjà tellement haut que t'es obligé de le mettre en avant, c'est Kazuchika Okada. Oui, Okada, c'est ce que t'allais dire. Donc mais c'est normal. C'était Okada pour le mettre depuis 15 quart d'heure. Mais moi, je te pose une question. Après, si la WWE demain, tu sais pas pour quelle raison elle signe Yota Tsuji. Ouais. Il est quoi, mid-quart d'heure? Ouais. À WWE et encore. On va lui faire des blagues parce qu'on va pas. Il va accompagner Tozawa et Otis. Ouais. J'aurais trop peur de ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand Naito, on va parler de Tetsuya Naito, qui a quitté la New Japan, il était là durant les hommages à Tanahashi, où le mec, en fait, en plus, il est venu faire sa pub, hein, parce qu'il a la Noah maintenant. Il est venu faire sa pub avec le nouveau nom de son clan, sa nouvelle musique et tout ça. Et Tanahashi lui a dit, t'auras toujours la porte ouverte parce que tu fais partie des piliers de la New Japan et qu'on est toujours amis. Même si tu viens d'une autre fédération, je te ferai toujours de la pub. En gros, c'est ça. Et ben, quand il a quitté la New Japan, avant qu'il aille à la Noah, il a eu une période où on savait pas trop ce qu'il allait faire, et il y a des gens, ils disent, il va peut-être signer à la WWE. Et ben, je pense que de lui-même, il a compris que non. Surtout qu'en plus, lui, il est vraiment pété partout. Et que, en fait, le calendrier WWE risque de bousiller encore plus. Là, de faire des bangers de temps en temps à la Noah, mais il a pas besoin de catcher tous les jours. Et il a dû se dire, mais non, mais quand je vois ce que Nakamura il a fait, je vais pas le rejoindre. Hein. Ouais, il a raison. Je comprends. Maintenant, je me dis, et je vais te lancer un dernier petit troll. Si un jour, la WWE lance NXT Japon, on est d'accord, le catch est mort. Oui, il y a moyen. Là, on est d'accord, c'est fini. Ou il faut vraiment que ce soit un des passionnés dans les officiels WWE qui s'en occupe, et que quand on lui dit, je voudrais bien récupérer l'Alga au main roster, il dit non. Mais est-ce que tu pourrais pas faire ça justement pour, parce que on part sur une uchronie. Mais demain, tu crées un NXT Japon. Tu crées pas un NXT Japon pour mettre les mecs en avant. Tu crées juste un NXT Japon pour récupérer tous les prospects possibles. Et pour couler les autres fédérations. Voilà, oui, on est d'accord. Là, dans le sens là, tu fais ça. Là, on est d'accord, le catch est mort. C'est fini. Le catch est mort. Mais ça t'a plu cette émission? Ça va, c'était bien? Ça m'a beaucoup plu. Alors, je suis très content. On a fait un format horaire qui me convient tout à fait. 1h30, c'est très bien. J'ai pas fait 17 questions. Il y en a un petit peu moins parce qu'il y en a qui se sont mélangés on les a mixés, tout ça. Voilà. En tout cas, j'ai passé un super bon moment. Moi aussi. On se retrouve très rapidement pour la carrière d'un catcheur. Je pense, pour en avoir parlé pendant une pause, on n'était pas sûr en début d'émission, mais on le sait maintenant. Je pense que ce sera Jackson Snake Roberts. Yes. Les amis, on compte sur vous pour mettre un j'aime, mettre un commentaire, même si c'est juste pour faire coucou c'est nous. Je reprends un terme d'un autre youtubeur et de Netty booster la vidéo. Yes. Voilà. Mais ça y est, merci. Merci Salut à Thomas. tous. Salut.